Mélodie Baker était avocate, mère de 2 adolescents et l'épouse de son véritable amour, Will Baker. À 42 ans, elle était une femme incroyablement séduisante, avec des cheveux et des yeux sombres, une silhouette élancée et un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Intelligente et intuitive, elle possédait une capacité singulière à comprendre les autres. Mais maintenant, alors qu'elle était assise à la table du banquet, son mariage et sa famille vacillaient au bord de l'effondrement, tout cela à cause de ses choix, de son mari Will et de son client Robert Dawson. La tension était palpable alors que Robert, Will et Mel se fixaient avec une animosité non dissimulée. Ce conflit ardent provenait de la proposition choquante de Robert, un échange de partenaires pour le week-end, Robert avec Mel et Will avec Gina, la compagne magnifique et bien plus jeune de Robert. Avant d'être témoin de la réaction de Will à la suggestion, Mel avait été dangereusement proche d'accepter. Elle aspirait à échapper à la monotonie de son mariage et Robert Dawson lui avait semblé être l'exutoire parfait. Tout avait commencé des mois auparavant, lorsque Robert, un client du cabinet d'avocats de Mel, avait été poursuivi en justice par une banque multinationale. Il était venu au cabinet pour se faire représenter et Mel avait été chargé de son affaire. À mesure que l'affaire progressait, leur connexion s'était développée. Au début, ils avaient travaillé en étroite collaboration avec leurs équipes respectives, mais avec le temps, leur relation professionnelle avait évolué vers quelque chose de personnel. Ils avaient commencé à dîner seuls, à partager davantage sur leur vie et à rester tard pour des réunions qui dérapaient souvent vers des sujets intimes. Mel savait qu'elle s'aventurait en terrain dangereux. Elle ne pouvait nier le charme de Robert, il était célibataire, magnétique et réputé pour ses prouesses d'amant. Comme l'avait joyeusement mentionné Gloria Maine, la vice-présidente de sa société, il est plus beau, plus doux et plus grand que Will, avait un jour plaisanté Gloria, faisant référence à l'attitude plus robuste de Will. Mel ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce serait d'être avec Robert. La bataille juridique s'intensifia, tout comme leur attraction. Mel se retrouvait de plus en plus attirée par l'orbite de Robert, il la poursuivait sans relâcher, bien qu'elle ait autorisé un baiser ou une étreinte occasionnelle, elle s'était arrêtée avant de franchir la ligne. Pourtant, elle ne pouvait ignorer son désir croissant, elle était suffisamment honnête avec elle-même pour admettre ce qu'elle voulait, mais terrifiée par les conséquences que cela pourrait entraîner. Un soir, après une réunion particulièrement tardive, Robert suggéra de faire une pause et d'aller dans sa chambre d'hôtel. La tentation était indéniable, mais Mel rejeta fermement l'idée. Il ne s'agissait pas seulement de fidélité, il s'agissait de son sens de l'honneur et de sa peur profonde que Will, avec son intuition aiguisée, sache d'une manière ou d'une autre le moment où elle le trahirait. C'était un risque qu'elle ne pouvait pas prendre. Mel partagea cela avec Robert, qui sembla comprendre, bien que sa déception fût évidente. Mais ensuite, les limites s'estompèrent encore plus. Avant de partir ce soir-là, Robert l'embrassa d'une manière qui laissa Mel bouleversée. Le baiser alluma quelque chose en elle, mais la laissa également confuse et tiraillée. Pendant une brève période, ils prirent leur distance, mais cela ne dura pas longtemps. À mesure que les négociations pour l'affaire atteignaient leur point culminant, la tension entrefit de même. Mel manœuvra habilement l'affaire pour assurer un règlement favorable à Robert, utilisant son expertise pour obtenir des conditions qui jouaient en sa faveur. Une fois l'affaire résolue, Robert l'invita à un dîner anticipé pour célébrer. Cependant, l'idée de célébration de Robert impliquait bien plus que de la nourriture et de la conversation. Il lui fit clairement savoir qu'il la voulait, et Mel, bien que tentée, refusa une fois de plus. Pourtant, elle ne pouvait nier le pouvoir qu'il exerçait sur elle. Alors qu'il marchait vers sa voiture devant le restaurant, Robert dévoila son mouvement le plus audacieux à ce jour. « J'ai une proposition, dit-il avec un sourire malicieux. Mel haussa un sourcil, « Je crois que tu l'as déjà faite et j'ai déjà dit non. » L'ignorant, Robert continua, « Il y a un bal de charité vendredi prochain en ville où je serai honoré. Je t'invite, toi et Will, à vous joindre à moi. J'aurai une jeune femme superbe avec moi, Gina, c'est une danseuse professionnelle et nous sommes proches depuis un certain temps. » Mel fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. « Que dis-tu, Robert ?» À un certain moment pendant la soirée, dit-il, sa voix suintant de confiance, « Je proposerai un échange, Will aura Gina et je t'aurai toi pour le week-end. » Mel se figea, l'embarras et la colère la traversèrent, mais aussi autre chose, la curiosité. « Penses-tu vraiment qu'il accepterait une chose pareille ? » Peut-être pas, admit Robert, son sourire implacable, mais je pense qu'il y a une chance. Et s'il le fait, je te promets que tu passeras un moment inoubliable. Malgré elle, Mel sentit son calme s'échapper.
Robert l'embrassa de nouveau, cette fois plus fermement, et bien qu'elle ait ressenti une vague d'émotion, elle se retira rapidement. Elle savait qu'elle devait reprendre le contrôle de la situation. Je parlerai à Will, dit-elle avec hésitation, et nous viendrons dîner. Mais pour ce qui est de l'échange, ne fais rien sans en discuter d'abord avec moi. Voyons comment la soirée se passe, d'accord? Robert sourit avec assurance, soit, mais crois-moi, Mel, si nous le faisons, tu ne le regretteras pas. Elle monta dans sa voiture et partit, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. Elle savait que les mots de Robert étaient probablement vrais, mais la vraie question était, à quel prix? Mel parla à Will de la proposition de Robert pour le bal de charité du vendredi soir. La réaction de Will fut mesurée, mais ses mots avaient une nuance mordante. Cela signifie-t-il que Robert rentre avec nous, demanda-t-il, et bien qu'il n'ajoutât rien, Mel sentit que son radar était passé en sur-régime. Will Baker était un écrivain prolifique et talentueux. Il écrivait des thrillers, des romans policiers, des nouvelles, de la fiction sérieuse et, plus récemment, un roman de science-fiction. Bien qu'il ne soit pas célèbre, ses livres se vendaient bien, lui rapportant plus que le poste bien rémunéré de Mel au cabinet d'avocat. Son travail flexible lui permettait de rester à la maison avec leurs 2 enfants, Sue, 17 ans, et Mark, 15 ans. Will était père au foyer depuis que les enfants étaient petits, gérant les allers-retours à l'école tout en élaborant des récits captivants dans son bureau à domicile. Occasionnellement, il voyageait pour promouvoir ses livres, plus récemment, il avait consulté pour l'adaptation cinématographique de son dernier thriller, Dangerman à Los Angeles. Mais pour l'essentiel, il restait près de chez lui, écrivant à un rythme que peu pouvaient égaler. Son talent résidait dans sa capacité à visualiser des scènes comme un film mental, complet avec le son et l'imagerie, qu'il traduisait ensuite sans effort sur la page. Ce don d'observation s'étendait à sa vie personnelle, où il avait une façon de percer les gens, de remarquer des choses que les autres négligeaient. C'était une qualité que Mel admirait et lui en voulait à la fois, elle savait qu'il utilisait cette capacité sur elle et leurs enfants, et si cela empêchait souvent les problèmes, cela la laissait se sentir exposée. Elle savait qu'il était presque impossible de lui cacher quoi que ce soit, y compris ses pensées concernant Robert. Le banquet en l'honneur de Robert s'est tenu dans un lieu luxueux du centre-ville. Mel et Will avaient déposé les enfants chez les parents de Mel pour le week-end, les libérant pour tout ce qui pourrait se passer. Mel était nerveuse à leur arrivée, elle voulait ce qu'elle voulait, mais elle était aussi assaillie par l'incertitude. Cette hésitation s'évanouit momentanément quand elle vit Gina. Gina était époustouflante, comme sortie d'un rêve, son aplomb et sa beauté laissèrent Mel se sentir à la fois peu sûre d'elle et envieuse. Elle remarqua les regards subtils de Will vers Gina pendant leur présentation, et une pointe de jalousie la frappa. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée, pensa-t-elle, l'idée de Will avec Gina lui nouait l'estomac, mais cela la distrayait aussi de la question plus importante, Will accepterait-il seulement la proposition de Robert? Mel se retrouva à éviter la réponse, ses émotions fluctuant entre jalousie et désir. La soirée commença par un élégant dîner à la table d'honneur, où Mel et Will étaient assis avec Robert, sa vice-présidente Gloria et le mari de Gloria, Rick. La conversation était fluide et le discours de Robert, après avoir reçu son prix, fut magistral, un mélange d'humilité et d'autocongratulation subtile. Des applaudissements suivirent alors que Robert retournait à la table, où il le félicita, ainsi que les autres, son comportement calme et poli. Bientôt l'orchestre commença à jouer et les couples gagnèrent la piste de danse. Après quelques chansons, Robert entraîna Mel sur la piste. Alors qu'il se déplaçait, Mel se retrouva captivée. L'aisance de Robert, tant dans ses pas que dans sa présence, la laissa envoûter. Elle remarqua à quel point il se sentait fort et athlétique, et elle ne pouvait nier à quel point elle appréciait la façon dont il la tenait. Elle était si absorbée par l'instant qu'elle ne remarqua pas Will et Gina toujours assis à la table. Alors qu'ils commençaient leur deuxième danse, Robert se pencha et murmura « Sommes-nous d'accord? Puis-je faire la proposition à Près cette chanson ?» Mel hésita un instant avant de dire « Oui, oui, fais-le. » Le mélange d'émotions tourbillonnant en elle et désir, excitation et jalousie rendait impossible de penser clairement. Elle voulait cela, malgré les risques. Quand ils retournèrent à la table, Mel remarqua que Will et Gina n'avaient pas bougé. Robert, imperturbable, s'adressa directement à Will. « Qu'en penses-tu, Will? J'aimerais passer le week-end avec Mel, et toi tu pourrais le passer avec Gina. C'est une danseuse fantastique et une compagne encore meilleure. » Les yeux de Will se fixèrent sur Robert, puis se tournèrent vers Mel. Son expression resta illisible, mais son ton fut ferme, « Non.
Le mot unique portait une finalité, ne laissant aucune place à la négociation. Le cœur de Mel se serra, elle reconnut ce ton. C'était celui d'une résolution inébranlable. Ses espoirs d'un week-end avec Robert s'effondrèrent. Robert, ne voulant pas abandonner, insista, peut-être devrais-tu demander à Mel? La réponse de Will fut rapide et acérée, je ne vais pas lui demander, Robert. Notre mariage est déjà sur un terrain miné. Elle pourrait facilement me pousser au-delà des limites avec la mauvaise réponse, et ce serait dommage, surtout pour nos enfants. La tension à la table devint insupportable. Robert se tourna vers Mel, et toi, Mel? Vas-tu accepter mon offre? Mel jeta un coup d'œil à Will, dont le regard était inébranlable. Elle pouvait voir la tempête gronder derrière son extérieur calme. Le poids de ses choix s'abattit sur elle. Elle se leva brusquement, secoua la tête et dit « non ». Prenant la main de Will, elle le conduisit hors de la salle de banquet. Le trajet en voiture vers la maison fut silencieux. La poitrine de Mel se serra d'anxiété et elle retint ses larmes. Elle savait que Will avait tout compris, l'intrigue, la conspiration et sa volonté d'y participer. Il ne l'avait pas forcé à répondre au banquet, mais son savoir tacite était dévastateur. Elle pouvait sentir la distance grandir entre eux, et cela la terrifiait. Quand ils arrivèrent à la maison, Will monta à l'étage sans un mot. Mel resta seule dans le salon, rejouant la nuit dans son esprit. Elle avait voulu quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau, mais maintenant elle craignait de n'avoir réussi qu'à détruire les fondations de son mariage. À l'étage, elle entendit l'eau couler alors que Will entrait sous la douche, la laissant face au lourd silence de leur lien qui se défaisait. Mel était assise dans la cuisine, se sentant étourdie. Elle jeta un coup d'œil autour de la maison, le foyer où elle et Will avaient élevé leur famille, où ils avaient été si heureux. Maintenant, les murs semblaient se refermer sur elle, chargés du poids de ce qui s'était passé. Elle ne pouvait se défaire des événements de la soirée, ni du regard sur le visage de Will lorsque Robert avait fait sa proposition audacieuse. Elle repensa à la façon dont Will avait réussi à éviter de la forcer directement à admettre qu'elle voulait l'échange. Peut-être était-ce sa façon de maintenir le mariage, d'arrêter la lente descente vers le divorce. Si elle l'avait dit, si les mots avaient quitté ses lèvres, il aurait été impossible de l'ignorer. Bien qu'ils aient tous deux su ce qu'elle voulait, cela n'avait pas été mis à nu entre eux, et cela la terrifiait. Il n'y avait aucune excuse justifiable pour son comportement, et la vérité était trop douloureuse à affronter. À l'étage, la douche s'arrêta. Mais elle attendit, le cœur battant. Finalement, elle le suivit. Will s'était changé en pantalon de survêtement et en basket. Il la regarda brièvement puis dit, « Je vais faire un footing, je ne sais même pas pourquoi je me suis douché. » Son ton était désinvolte, mais l'indifférence dans sa voix noua l'estomac de Mel. Il passa devant elle, descendit les escaliers et sortit. Mel s'assit au bord du lit, les nerfs à vif. L'apathie de Will était alarmante. Au bal, il avait semblé calme, mais maintenant il était évident qu'il était tout sauf serein. Elle se doucha, essayant de calmer ses pensées tandis qu'elle attendait son retour. 1 heure plus tard, Will revint. Mel était dans la chambre, assise sur une chaise, feignant de lire un livre sur sa liseuse Kindle, bien que les mots dansassent devant ses yeux. Le footing semblait avoir calmé l'humeur de Will, mais il évitait toujours d'aborder la situation. Il n'avait pas directement abordé son désir pour Robert, ni sa disposition à envisager l'idée de l'échange. Mais elle réalisa que si elle avait ouvertement exprimé son approbation de la suggestion de Robert, Will l'aurait quitté, pas seulement lors du dîner, mais peut-être pour toujours. C'était quelque chose qu'il ne pouvait tolérer, et au fond d'elle, Mel le savait. Elle le savait depuis 20 ans, et pourtant elle s'était laissée emporter par l'attrait de Robert. Will semblait décidé à laisser les choses en l'état, choisissant de ne pas forcer la situation. Il ne demanda pas d'explication, bien que Mel soupçonna qu'il en voulait une. Peut-être n'en avait-il pas vraiment besoin, il savait qu'elle avait été consumée par son engouement pour Robert au point de perdre tout sens de la raison. La thérapie de couple lui vint brièvement à l'esprit, mais il la rejeta. Si Mel ne l'abordait pas elle-même, cela ne servirait à rien. Au lieu de cela, il décida de lui laisser le temps de réfléchir tranquillement. Il décida également de commencer à les surveiller de plus près, elle et Robert. Quand Will revint dans la chambre, Mel faisait toujours semblant de lire. Il éteignit les lumières en bas et monta sans un mot. Il se déshabilla, se doucha à nouveau et se glissa dans le lit, tirant les couvertures sur lui. Le silence entre eux était assourdissant. Bientôt, Mel éteignit sa propre lumière et se coucha,
ne sachant pas si elle devait tenter une conversation. La peur la paralysait, et elle décida finalement de rester silencieuse. Le sommeil la gagna finalement après des heures à se tourner et se retourner. Will se réveilla tôt le lendemain matin, partit sans un mot et conduisit jusqu'à la maison de sa mère pour chercher les enfants. Sur le chemin du retour, il s'arrêta chez des nièces pour le petit déjeuner. Son aînée, Chérie, demanda « Où est maman ?» Elle n'a pas bien dormi, répondit Will sèchement. Marc, son fils de 15 ans, intervint « Comment était le dîner dansant ?» La musique était bien, la nourriture était bien, dit Will d'un ton monocorde. Les deux enfants remarquèrent sa mauvaise humeur et changèrent rapidement de sujet pour parler de leurs devoirs. Le reste du trajet se passa tranquillement, bien que Will se soit un peu détendu. Pourtant, Chérie et Marc restaient mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas, et ils le sentaient. Quand ils rentrèrent à la maison, Mel était déjà habillée en bas. Elle observa attentivement sa famille alors qu'ils entraient dans la maison, cherchant des signes que Will avait discuté avec les enfants de ce qui s'était passé au bal. Mais il semblait calme, bien qu'un peu maussade, ce qui lui indiqua qu'il n'en avait pas parlé. Pourtant, une tension gênante planait sur le foyer. Chérie et Marc passèrent la journée dehors avec des amis, tandis que Will s'occupait des tâches ménagères. Mel fit semblant de lire, bien qu'elle ne pût se concentrer. Ils se parlèrent à peine de toute la journée. Le dîner fut une affaire silencieuse, les mots n'étant échangés que pour dire « Passe-moi le sel, s'il te plaît ». Plus tard ce soir-là, Will partit faire un autre footing. À son retour, il se doucha et se glissa dans le lit, ne disant presque rien. Mel essaya de l'engager. « Tu as bien couru ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui », répondit Will, le ton sec. Il se tourna et se tut, laissant Mel se sentir plus isolée que jamais. Le dimanche, Mel fit un effort pour réduire la distance croissante. Quand Will se réveilla, elle essaya de le câliner, mais il se leva presque immédiatement. Il s'habilla rapidement et descendit. Chérie et Marc partirent pour la journée, mais non sans se chuchoter. « Qu'est-ce qui se passe, à ton avis ?» demanda Chérie. Marc haussa les épaules. « Je ne sais pas, quelque chose à propos de ce dîner. » Chérie fronça les sourcils. « Ça doit être maman. Elle a dû faire quelque chose. » Marc hésita. « Ce n'était pas pour le gros client de maman ? » « Oui, mais ça ne sert à rien de deviner. »« Si ça continue, on leur demandera, » répondit Chérie, mais même elle n'était pas sûre que ce soit une bonne idée. Puis, elle ajouta, « Ou peut-être pas. Ça pourrait tout gâcher. » Les frères et sœurs se séparèrent, tous deux mal à l'aise face au comportement de leurs parents. Mel passa la journée à préparer le dîner du dimanche, des lasagnes avec une salade de concombre. Les enfants apprécièrent le repas, mais Will toucha à peine sa portion, en laissant la majeure partie dans son assiette. C'était inhabituel pour lui, il avait généralement un bon appétit. Mel essaya de ne pas s'en soucier, mais ses actions semblaient délibérées, comme une punition silencieuse. Après le dîner, Will passa la soirée à regarder un match de football en silence. Mel fit semblant de dormir quand il monta finalement. Une fois les enfants partis à l'école et Mel parti au travail, Will s'assit dans la maison silencieuse, aux prises avec ses pensées. Il décrocha le téléphone et appela son ami Mason Dabney, le directeur de l'hôtel où le dîner dansant avait eu lieu et où Robert Dawson séjournait. « Mason, » dit Will après les salutations d'usage, « Robert Dawson séjourne-t-il toujours à l'hôtel ?» Mason confirma à Will que Robert Dawson avait réservé pour une nuit de plus à l'hôtel et partirait le lendemain. Pendant ce temps, le trajet de Mel pour se rendre au travail était rempli de stress. Son anxiété était aggravée par le fait qu'elle avait une dernière réunion avec Robert et sa vice-présidente Gloria pour régler tous les détails restants de son dossier. La réunion était prévue pour 10 heures. Mel conduisit Robert et Gloria dans la salle de conférence. La discussion fut rapide et efficace, et ils réglèrent l'affaire en 20 minutes. À la fin de la réunion, Robert se tourna vers Mel et demanda « Ça va après le bal ?» Mel hésita, jetant un bref coup d'œil à Gloria qui restait silencieuse mais attentive. Puis Mel répondit « Non, non, je ne vais pas bien. Ma passion pourrait me coûter cher. » Robert fronça les sourcils. « Mais rien ne s'est passé, dit-il. Tu as dit non et tu es parti, c'est tout. Il n'en est rien sorti. » Mel soupira, la voix tremblante. « Il sait que je le voulais. Et depuis le moment où nous sommes partis jusqu'à maintenant, il ne m'a pas dit 10 mots. Il ne m'a pas touché du tout. » Robert secoua la tête, la frustration transparaissant dans son expression.
C'est stupide. S'il te lâche pour ça, pour rien, alors c'est lui le fou. Même si nous étions allés jusqu'au bout, il serait toujours stupide de te laisser partir. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. S'il le fait, appelle-moi, s'il te plaît. Mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se leva, serra la main de Robert et de Gloria, et quitta la pièce. Alors que les deux retournaient à l'hôtel, Gloria se tourna vers Robert avec un sourire entendu. Alors, juste nous deux ce soir? Robert hocha la tête. Oui, j'ai renvoyé Gina. Gloria eut un petit sourire. On dirait que tu vas être seul à nouveau. Robert esquissa un petit sourire confiant. On verra. Mel essaya de se remettre au travail, mais il lui était impossible de se concentrer. Son esprit était tourmenté par la culpabilité, le doute et la frustration. À 15 heures, elle abandonna complètement et rentra chez elle. À son arrivée, elle trouva Will dans son bureau, tapant furieusement sur son ordinateur. Elle se tint à la porte, l'observant en silence. Il leva brièvement les yeux, mais retourna ensuite à son travail sans un mot. Après un moment, il termina ce qu'il écrivait et se tourna finalement vers elle. Mel prit une inspiration tremblante et dit, « Je suis brisé. Je n'ai pas pu travailler aujourd'hui. » À qui la faute? Principalement la mienne, j'admets que j'avais peur de dire quoi que ce soit, mais j'ai besoin de m'excuser. J'ai besoin de savoir où nous en sommes. Les enfants sont inquiets, je suis inquiète. Will se pencha en arrière dans sa chaise, son expression illisible. Ton ami Robert est-il toujours en ville? Demanda-t-il d'un ton neutre. Oui, répondit-elle. Nous avons eu une brève réunion ce matin. Il part demain. Will hocha légèrement la tête. C'est un idiot arrogant, plein de lui-même. Et tu aurais dû être pleine de lui aussi. Mel tressaillit à ces mots, mais sa voix resta calme. J'ai dit non quand il l'a suggéré la première fois, tu sais. Mais ensuite, il m'a fait croire, à sa manière sournoise, que tu serais d'accord pour Gina. J'aurais dû être plus lucide. Un lourd silence plana entre eux. Finalement, Mel demanda, sa voix à peine un murmure, « Que puis-je faire, Will ?» Will la regarda fixement pendant un long moment avant de répondre, « Je ne suis pas sûr. Rien de précis ne me vient à l'esprit. » Mel s'agenouilla devant lui, le cœur battant. « Tout le monde a ses moments de faiblesse, Will, » dit-elle doucement. Il hocha légèrement la tête, ne montrant aucune résistance alors qu'elle se penchait plus près. Doucement, elle tira sur son short, le guidant vers le canapé. Ils restèrent là ensemble pendant un certain temps, silencieux. Quand ce fut fini, Mel se leva discrètement et quitta la pièce. Ce soir-là, le dîner était des lasagnes réchauffées. L'humeur de Mel s'était visiblement améliorée, et les enfants purent le sentir. Chérie et Marc rentrèrent chez eux et les rejoignirent à table. Will n'était pas sorti de son bureau jusqu'à ce que Mel envoie Marc le chercher à 18h30. Marc frappa à la porte et appela, « Le dîner est prêt. » Will descendit à la cuisine. Mel l'observa attentivement alors qu'il entrait, surprise qu'il ne soit pas venu plus tôt. Les enfants l'observèrent aussi avec attention. Il leur adressa un petit sourire, s'assit et commença à manger. Il demanda aux enfants comment s'était passée l'école, et la conversation retrouva lentement quelque chose de normal. Il discuta même avec Mel du nettoyage du garage, un projet dont il parlait depuis des semaines. Le dîner ressemblait davantage aux routines calmes et familières qu'il partageait auparavant. C'était la chose la plus normale qui se soit produite depuis des jours. Après que les enfants furent allés dans leur chambre, Mel et Will rangèrent ensemble la cuisine. Alors qu'ils travaillaient, Will se tourna soudain vers elle et dit, « L'intimité est bonne, mais ce n'est pas suffisant. » Mel se figea, le cœur serré. Ces mots brisèrent la paix fragile qu'ils avaient commencé à reconstruire. « Je comprends, » continua Will. Ce type était séduisant. Il y a eu beaucoup de types séduisants dans ta vie, peut-être mais plus que lui. Alors, pourquoi maintenant? Mel soupira, s'appuyant contre le comptoir. Nous avons travaillé ensemble pendant des mois. Il m'a travaillé pendant des mois. Ça s'est accumulé. Il n'était pas subtil à la fin, et à ce moment-là, j'étais faible. Je suis surprise de ne pas être partie avec lui. La mâchoire de Will se serra. Moi aussi. Je pensais vraiment que tu le ferais. La voix de Mel trembla alors qu'elle répondait, ça me choque aussi. Je le voulais vraiment, Will,
mais ça me fait me sentir de seconde zone. Si seulement. Will l'interrompit brusquement, ça me fait me sentir de seconde zone. Mel leva les yeux vers lui, la voix brisée, tu es un mari merveilleux, un père fantastique. Tu n'es pas de seconde zone, tu es le meilleur. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, dit Will froidement. Tu dis que je suis le meilleur choix à long terme, mais ce type était ton choix à court terme. Mel ne le nia pas, eh bien, dit-elle doucement, je ne saurai jamais ce qu'il en est de lui. Il serait probablement un perdant. Je ne saurai jamais ce qu'il en est de tout autre homme, sauf toi. Will hocha légèrement la tête puis partit pour la chambre. Mel resta seule dans la cuisine, réalisant l'énormité du travail à accomplir. Ce que Will avait dit était indéniable, la nuit de la fête, elle avait voulu Robert plus que tout, peut-être pas seulement cette nuit-là, mais les nuits précédentes, et peut-être même encore maintenant. Au cours des mois suivants, Mel travailla sans relâche pour prouver à Will qu'il était son seul et unique. Elle se jeta corps et âme dans la réparation de leur mariage, déterminée à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. Mais les choses ne revinrent jamais tout à fait comme avant. Bien qu'ils partageassent des moments d'intimité, même bon, quelque chose manquait toujours. Will semblait souvent distrait, comme s'il traitait encore les événements qui avaient presque anéanti leur vie. Ces derniers temps, Mel était de plus en plus irritée par la tournure des événements. La relation entre elle et Will n'était jamais revenue à ce qu'elle était avant la nuit de la proposition d'échange de Robert. Tous deux le savaient, même s'ils ne le disaient pas à voix haute. Un soir, alors que Will était seul à la maison, il tenta d'analyser la situation à distance. En surface, ce que Mel avait fait ne semblait pas impardonnable. Elle sait. Un homme qui, objectivement, était séduisant, fulminait. Elle n'avait pas changé en tant que personne, mais elle avait tellement désiré Robert qu'elle avait été prête à risquer sa famille pour le poursuivre. Peu importe comment Will essayait de le rationaliser, le simple fait demeurait, sa femme avait désiré un autre homme plus que lui, et c'était peut-être la partie la plus douloureuse. Il repensa à ce qu'il lui avait dit auparavant, aucune autre femme ne l'avait jamais fait se sentir comme elle le faisait, du moins il n'avait encore rencontré personne de la sorte. Bien sûr, il y avait eu des femmes séduisantes dans sa vie, comme la blonde qui habitait à quelques maisons dans la rue, mais il n'avait jamais été près de la tromper. Il était inébranlable dans son engagement. Mais maintenant, pour la première fois, il avait le sentiment qu'il serait toujours le second choix de sa femme. Cette pensée le tourmentait, s'immisçant dans son esprit la nuit, même pendant les moments qu'ils partageaient ensemble. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, pensait-elle à Robert quand ils étaient intimes? Il supposait que oui. Pourtant, Will repoussait ses pensées. Il se disait qu'il devait rester avec Mel pour le bien de leurs enfants, même si Cher et Mark étaient plus âgés maintenant, un divorce les blesserait toujours profondément. Il se disait qu'il pouvait tenir un certain temps, après tout, il avait toujours la compagnie et l'intimité de Mel, même si ce n'était plus tout à fait pareil, enfin, en quelque sorte, pensa-t-il sombrement. Environ 8 mois après la soirée du banquet, Robert réapparut dans leur vie. Il était impliqué dans un nouveau litige juridique, cette fois une contestation d'un de ses brevets chimiques. Comme Mel avait un diplôme de chimie de l'université, l'affaire correspondait parfaitement à ses compétences. Pour compliquer les choses, Robert avait expressément demandé à Mel de s'occuper du dossier. Un matin, Mel fut convoqué à une réunion avec les 3 principaux associés de son cabinet, Abbé Alençon, Bart Banson et Caleb Carlton. À son grand désarroi, Robert était déjà là. Au moment où elle le vit, elle pensa, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Des 3 associés, Abbé était celui qui connaissait le mieux Mel. Il était également conscient de la tension qui existait entre elle, Robert et Will, et qui avait surgi lors de l'affaire précédente. Après quelques salutations tendues, Abbé s'adressa finalement à elle, Mel, nous sommes tous conscients des complications possibles pour vous, Méro. Bear a une affaire sérieuse ici et il vous a spécifiquement demandé. Étant donné les circonstances, il n'est pas déraisonnable qu'il veuille vous avoir sur ce dossier. Mel secoua fermement la tête, Abbé, je ne peux tout simplement pas faire ça, vous savez pourquoi. J'ai une famille et je veux la garder. Robert l'interrompit, son ton calme mais insistant, Mel, ce qui s'est passé avant ne se reproduira pas, je te le promets. Mel se tourna vers lui, sa voix froide, même si je te croyais, il ne s'agit pas seulement de ce qui pourrait arriver. Il s'agit de la façon dont Will et moi voyons les choses maintenant. C'est différent. Bart l'interrompit, son ton plus professionnel, Mel, c'est une affaire colossale pour le cabinet et pour Robert. Des millions de dollars sont en jeu.
vous devez vous ressaisir et être forte. Je suis sûr que Will comprendra. Mel secoua de nouveau la tête, non, c'est trop risqué pour moi. Caleb se pencha en avant, sa voix ferme, c'est aussi un énorme risque pour le cabinet si nous abandonnons cette affaire. Nous sommes tous des adultes ici, Mel, et Robert nous a assuré qu'il s'abstiendrait de toute avance. La voix de Mel vacilla, Will et moi n'avons pas vraiment besoin de mon salaire, mais je lui en parlerai quand même. Robert reprit la parole, son ton plus doux mais toujours persuasif, si Will s'y oppose, je lui parlerai moi-même. La dernière fois, il ne s'est rien passé de grave, Mel. Je ne te pousserai pas, mais je suis en difficulté ici et j'ai besoin de ton aide. Ce soir-là, Mel était un nœud de nerfs. Elle savait qu'elle devait attendre le bon moment pour aborder le sujet avec Will. Il remarqua son agitation alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon de télévision et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mel prit une profonde inspiration, Robert a une nouvelle affaire. Le cabinet veut que je m'en occupe. C'est un brevet chimique. Je leur ai dit non, mais ils insistent. Si je refuse, ça pourrait me coûter mon emploi. Will la regarda avec une expression calme mais acérée, tu sais, un diplôme de licence en chimie ne signifie pas grand-chose dans ce genre d'affaires, n'est-ce pas? Tu devras quand même embaucher des experts. Oui, admit Mel, mais Robert a aussi une formation en chimie. Il dit qu'il me veut dans l'équipe parce que je peux le comprendre sans les coûts supplémentaires de formation d'une nouvelle personne. Les yeux de Will se rétrécirent, il te veut parce que tu es une affaire inachevée pour lui. Son ego est blessé et il va te poursuivre. Mel hésita, non, enfin, peut-être, mais il a aussi une raison légitime de vouloir que je dirige l'équipe. Il dit qu'il n'agira pas comme avant, il a trop en jeu, Will la fixa, son expression difficile à déchiffrer, combien de contacts cela impliquera-t-il? Mel hésita de nouveau, lui et Gloria ont loué un appartement près du bureau. Ils seront essentiellement ici pendant au moins 6 semaines. Will laissa échapper un lent soupir. Après une longue pause, il dit, je te laisse décider. C'est peut-être ta chance de me montrer qui est vraiment numéro 1. Tu sais ce qui est en jeu, Mel hocha la tête, sa voix faible, je sais. Will se leva et alla se coucher sans un mot de plus. Quelques minutes plus tard, Mel le suivit. Alors qu'il s'installait dans le lit, elle se pencha et lui caressa le ventre, « J'ai besoin d'une dose d'amour », murmura-t-elle. Il la lui donna, lentement au début, puis avec une intensité croissante. À la fin, ce fut passionné et satisfaisant pour eux deux. Après, ils restèrent allongés silencieusement l'un à côté de l'autre. Mel rompit le silence en murmurant doucement, « Merci ». Will ne répondit pas. La nuit se passa paisiblement, et pour une fois, Mel et Will dormirent profondément. Le lendemain, Mel décida de prendre l'affaire de Robert. Ce ne fut pas une décision facile, mais c'était celle qu'elle se sentait obligée de prendre. Robert et Gloria commencèrent à assister à une série de réunions d'une journée entière au cabinet. Mel se vit attribuer 2 assistants, mais aucun d'eux n'avait de formation en chimie, ce qui ne fit qu'alourdir sa charge de travail. Le deuxième jour fut marqué par des réunions encore plus intenses. 2 experts furent embauchés pour évaluer la situation et les discussions se prolongèrent tard dans la nuit. Le dîner était livré au bureau chaque soir tandis que l'équipe travaillait sans relâche. Mel ne rentrait chez elle qu'entre 21h30 et 22h la plupart des soirs, complètement épuisée. Une nuit, après le 2e jour de travail, Will demanda, alors qu'ils étaient au lit, « Y a-t-il eu des problèmes ?» « Non, » répondit Mel, « juste trop à faire. » « Et lui ?» Gloria, pressa Will. Son mari n'a pas l'air de s'en soucier, je crois, Mel hésita, elle m'a dit que ça l'excitait. Elle a même essayé de me convaincre à propos de toi et Robert. Will fronça les sourcils, je l'ai remise à sa plat. Je ne comprends pas toutes ces bêtises. Gloria est libre de ses choix, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais il n'y a aucune chance que je veuille un mariage comme ça. Mel dit doucement, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Will soupira, ce n'est pas ce qui me dérange, Mel. Si je sens un danger, je te dirai quand nous devrons parler. Mais je ne pense pas que cela arrivera. L'intensité du travail s'est légèrement atténuée après les 2 premiers jours. Mel confia à son équipe des tâches de recherche juridique de base tandis qu'elle et Robert se concentraient sur les discussions avec les experts. Après 2 semaines, Mel était convaincue que Robert ne poserait pas de problème. Elle en fit part à Will, mais il resta sceptique. Chaque soir, quand elle rentrait à la maison, Will l'observait attentivement. Au lit, leur intimité s'améliorait.
Mel faisait plus d'efforts et Will y répondait de la même manière. Pourtant, au lieu de le rassurer, ses efforts semblaient alimenter ses doutes. Elle passait plus de temps avec Robert qu'avec son propre mari, et bien que Will fût convaincu que rien de physique ne s'était encore passé entre eux, il pensait que ce n'était qu'une question de temps. Il repensa à la première fois qu'elle avait travaillé étroitement avec Robert et à l'étincelle qui s'était développée entre eux. Ce n'était pas seulement une collaboration professionnelle, il y avait quelque chose de plus profond, une attraction brute. Même maintenant, où il soupçonnait que cela pourrait la prendre à nouveau par surprise. Un soir, environ 4 semaines après le début de l'affaire, Robert revint d'un voyage d'affaires à Pittsburgh. Il avait été absent pendant plusieurs jours. Cette nuit-là, Mel rentra à la maison avec une énergie inhabituelle. Les enfants étaient tous les deux chez un voisin pour le dîner, et dès qu'elle vit Will, elle l'entraîna dans la chambre à coucher. Elle était comme un volcan, implacable et ardente. Cela dura longtemps parce que Will fit en sorte que cela dure. C'était épuisant pour eux deux, mais ça en valait la peine. Après, alors qu'ils étaient allongés ensemble, Will se tourna vers elle et dit « Je suppose que je peux remercier Robert pour ça. » Mel soupira profondément. « Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Que as-tu fait? » demanda Will, son ton calme mais insistant. « Rien. » Il n'a rien vraiment tenté, pas ouvertement, expliqua Mel. « Je veux dire, il n'a pas, tu sais, insisté. Mais il y a eu de petites touches, des commentaires indirectement suggestifs. Will pressa, des baisers. Des câlins. Non, bon sang, Will, non. » Mel fit une pause, sa voix s'adoucissant, « Je suppose que je devrais être reconnaissante de pouvoir t'apporter ça à la maison. » « Pour combien de temps ?» demanda Will. « J'admets que cela devient un risque. Je dois terminer cette phase du dossier, la formation des experts. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi cela se passe. Il n'est pas plus séduisant que d'autres hommes qui se sont intéressés à moi. » Will lui lança un regard acéré, « Pas pour moi. Mais pour toi. Lui et toi. » Il fit une pause. « Toi et lui. » Mel ne répondit pas. Will se tourna, essayant de dormir. Pour lui, ce n'était pas si facile. Mel, cependant, s'endormit presque immédiatement. Le lendemain matin, alors que Mel s'apprêtait à partir au travail, Will l'arrêta. Son expression était ferme, sa voix calme mais froide, « Si tu cèdes, si l'essai et gagne, tu sais que c'est un homme mort. Peu importe sa richesse. Dis-lui. » Mel se figea, stupéfaite par ces mots. Elle le regarda, sans voix. Will tendit la main et lui tapota la joue, « Comme ça vous savez tous les deux ce qui est en jeu. Je purgerai ma peine s'il le faut. » Puis, sans un mot de plus, il rentra dans la maison, s'assit pour finir son petit déjeuner et emmena les enfants à l'école comme si de rien n'était. Mel conduisit au travail dans un état de léger choc. Elle tenta de rationaliser la menace de Will, se disant qu'il ne le pensait pas ou qu'il ne passerait pas à l'acte. Mais au fond d'elle, elle savait le contraire. Elle avait vu le regard dans ses yeux, entendu l'acier dans sa voix. Il ne bluffait pas. Elle savait qu'elle devait terminer les 2 prochaines semaines avec Robert, puis confier l'affaire à d'autres avocats. Elle ne pouvait se permettre aucun faux pas, aucune blague, aucun risque. Au bureau, elle se prépara un café fort et examina les derniers documents des experts. Robert et Gloria arrivèrent à 10 heures, amenant avec eux Jonathan Crisp, l'un des chimistes experts. Jonathan portait son ordinateur portable Apple et les 4 se réunirent dans la grande salle de conférence attribuée à l'affaire. La réunion dura environ 1 heure. Quand ils firent une pause, Mel se rendit à son bureau, espérant un moment de paix. Robert la suivit et ferma doucement la porte derrière lui. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il, son ton mêlant inquiétude et frustration. Mel répondit à la question de Robert D. Une voix posée, bien que son malaise fût palpable, Will est très inquiet de cette situation. J'ai essayé d'adoucir les choses, tu sais, je lui ai dit que tu ne proposais rien de sérieux. Robert esquissa un sourire narquois, se penchant légèrement en arrière, eh bien, c'est en grande partie vrai. Les yeux de Mel se rétrécirent, ce n'est pas vrai du tout, Robert. Tu tournes autour du pot, mais je sais ce que tu fais, je connais ton intention. Robert sourit, sa confiance inébranlable, nous avons de la chimie. Mel rit sèchement, mais ce n'était pas drôle. Oui, je sais. Hier, j'ai failli tuer ce pauvre Will dès que je suis rentré à la maison. Il devrait être reconnaissant. Pour de meilleures nuits grâce à la chimie,
répliqua Robert avec un sourire malicieux. Mel lui lança un regard dur, il ne me tuera pas, Robert. Juste toi. Alors, cela vaut-il la peine de mourir pour ça? Pendant un instant, Robert se figea, son sourire narquois vacillant. Peut-être que ça en vaut la peine, murmura-t-il, bien que son ton manquât de sa confiance habituelle. Mel ne s'y a pas, le fait est que Will a ses propres démons. Ils font rage lentement, mais sûrement, et s'il dit qu'il te tuera, crois-moi, il le pense. Ce qui est pire, c'est qu'il est capable de s'en sortir. Avant que Robert ne puisse répondre, un C. On frappa à la porte. Gloria se tenait dehors, prête à les rappeler à la réunion. Sans un mot de plus, ils retournèrent à la salle de conférence, leur conversation inachevée mais lourde de sens. À la maison, Will ne savait pas si sa menace envers Mel et Robert avait vraiment fonctionné. Il l'avait dite dans un sens abstrait, mais le temps passant, les mots persistaient dans son esprit. Il réalisa que si Robert franchissait la ligne, s'il couchait un jour avec Mel, Will serait poussé à bout. Que cela signifie nuire physiquement à Robert ou divorcer de Mel, il n'en était pas sûr, les deux possibilités planaient sombres dans ses pensées. Le plus étrange était d'observer la vulnérabilité de Mel autour de Robert. Son attirance pour lui n'était pas seulement physique, elle semblait dévorante. Elle avait admis à Will, peut-être imprudemment, qu'elle n'avait jamais ressenti une telle intensité de chimie avec personne d'autre, pas même avec lui. Était-ce vraiment sa faute? C'était comme si l'attirance qu'elle ressentait pour Robert était au-delà de son contrôle, comme si elle avait rencontré l'homme pour qui elle se croyait destinée. Et où cela laissait-il Will? Will avait décidé que si son avertissement ne fonctionnait pas, il ne recourrait pas à la violence. Mais il savait une chose avec certitude, il en avait assez d'être le deuxième choix de sa femme. Si Mel cédait, leur mariage serait terminé, il ne la toucherait plus jamais. Et même si Robert partait sans incident, Will n'était pas sûr de pouvoir vivre avec la connaissance de ses désirs persistants. Ce soir-là, lorsque Mel rentra à l'heure, la famille s'assit pour dîner, un repas préparé par Will. Elle fut soulagée de le trouver calme et serein. Ils mangèrent ensemble, regardèrent un match de basket et allèrent se coucher plus tard. « Comment s'est passée ta journée » demanda Will alors qu'il s'installait. « Tu as parlé à Robert ?»« Je lui ai dit ce que tu voulais que je lui dise » répondit Mel. « Je lui ai clairement fait comprendre ton attitude à son égard. Après ça, il n'y a pas eu de problème. » Will resta silencieux un instant, puis dit « D'accord, mais tu sais, tout dépend de toi. Peu importe ce que je dis, il continuera probablement à essayer une fois rentré chez lui. »« On verra » dit Mel avec prudence. « Qu'est-ce que tu veux dire par « on verra » ? Le ton de Will se durcit. Mel hésita. « S'il n'est pas à côté de moi, il ne sera pas un problème. » Will la regarda fixement, son regard intense. « J'ai l'impression d'être des restes réchauffés, et lui, il a l'air d'un plat 5 étoiles. » Mel rit légèrement, essayant de dissiper la tension. « Je ne suis pas une gourmet. J'aime ta cuisine, même si ce sont des restes. » Sans avertissement, elle monta sur sa poitrine, son agression joueuse le prenant au dépourvu. Will fit semblant de résister, mais c'était du bout des lèvres, et honnêtement, il n'était pas mécontent de se laisser emporter. De son côté, Mel se plongea dans l'instant, essayant de repousser la culpabilité et le conflit qui persistaient dans son esprit. Mais au fond, tous deux connaissaient la vérité, cette nuit-là, alors qu'elle était avec Will, ses pensées s'évadaient vers Robert, et Will le sentait. L'ombre de Robert planait sur eux, une tension qu'aucun d'eux ne pouvait dissiper. Will se sentait mis à l'écart, et Mel avait peur de ce que l'avenir leur réservait. La proposition d'échange avait créé une impasse dans leur mariage, une impasse qu'ils n'avaient jamais vraiment résolue, et tous deux se demandaient silencieusement s'ils y parviendraient un jour. Mel ne mentit pas à Will sur le fait qu'il ne accent aigu. T'es que le deuxième de ses désirs, elle ne le pouvait pas. Au lieu de cela, elle le consola de la seule manière qu'elle connaissait, par l'intimité. Mais même cela ressemblait à une solution temporaire, incapable de masquer les fractures plus profondes de leur relation. Les jours suivants au travail furent particulièrement stressants pour Mel. Son équipe s'affairait à préparer la réfutation des rapports d'experts soumis par la partie adverse. Le samedi, elle travailla toute la journée avec Jonathan Crisp, qui finalisait sa préparation pour un procès prévu la semaine suivante à Stamen, Washington. Jonathan devait s'envoler pour Spokane le dimanche, où il avait réservé une chambre près de Winthrop, sur le fleuve Columbia. Le jeudi matin, l'équipe d'experts en chimie avait terminé son travail. À partir de là,
une grande partie du dossier pouvait être gérée à distance par téléphone ou Skype. Mais cette semaine-là, Robert intensifia ses tentatives de séduction envers Mel, malgré ses avertissements et ses efforts pour rester sur ses gardes. Ses techniques étaient subtiles et efficaces, elles remuaient en elle quelque chose qu'elle ne pouvait pas entièrement supprimer. L'excitation qu'il créait ne disparaissait pas, elle la suivait jusque chez elle. Will, toujours aussi perspicace, ne pouvait ignorer les signes de la passion grandissante de Mel. Un matin, au petit déjeuner, Cheryl les taquina avec un sourire malicieux, « Vous nous tenez éveillés tard la nuit. » Mel rit nerveusement. « On va devoir trouver des insonorisants. » Marc intervint, « J'ai déjà essayé les bouchons d'oreille, c'est inconfortable. » Mel écarta la remarque avec un sourire. « Ce n'est pas notre faute, vraiment. » La conversation s'arrêta là, bien que la tension restât inexprimée. Le jeudi, Robert invita Mel à déjeuner. Il devait s'envoler pour Pittsburgh le lendemain matin pour une audience préliminaire au tribunal de district des États-Unis. Mel n'avait pas besoin d'assister à l'audience, mais elle savait qu'elle devrait participer au procès plus tard. Robert l'emmena dans un restaurant haut de gamme près de son appartement. Ni Gloria ni personne d'autre de l'équipe ne les rejoignit. Mel n'était pas surprise, elle s'y attendait. Elle savait que Robert essaierait de passer à l'action, lançant ce qu'elle prévoyait être une tentative à grande échelle pour la rapprocher. Normalement, elle privilégierait la prudence au risque, mais avec le procès imminent, elle savait que sa collaboration avec Robert ne ferait que s'intensifier. Mais elle savait que le prochain procès à Pittsburgh l'obligerait à être absente pendant 2 semaines, potentiellement y compris les week-ends. Elle savait aussi qu'elle devait décider si elle allait y participer ou abandonner complètement l'affaire. Elle considérait son déjeuner avec Robert comme une sorte de test. Le déjeuner lui-même fut plutôt agréable. Robert fit comprendre qu'il avait l'intention de manger d'abord, puis de retourner à son appartement pour le dessert. Mel refusa poliment, ramenant la conversation sur des sujets neutres. La nourriture était bonne et elle s'accorda un seul verre de vin à la fin du repas. Robert se rapprocha d'elle sur la banquette ronde et l'étreignit. Mel ne se retira pas immédiatement. Robert passa sa main sur sa joue, son regard s'attardant sur le sien. Mel le regarda droit dans les yeux, sa détermination vacillant. Jamais de sa vie elle n'avait autant désiré quelque chose, tout en étant si déterminée à y renoncer. C'était un moment de conflit intense. Finalement, Mel se glissa hors de la banquette, haletante et tremblante. « Non » dit-elle fermement, sa voix basse mais résolue. Le visage de Robert s'assombrit de déception. « Pas encore, alors » répondit-il en faisant signe au serveur pour l'addition. Mel partit peu après, retournant chez Will. Elle entra dans la maison et le trouva là, aussi stable et familier que toujours. « Il est parti » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai besoin de toi. » Ils passèrent la soirée ensemble, au lit et ailleurs, jusqu'à ce que les enfants rentrent chez eux un peu après 16 heures. Pour Mel, l'expérience fut comme d'avoir évité une balle ou quelque chose de similaire. Elle avait traversé cette rencontre sans franchir de limite, mais elle ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. La semaine suivante, un juge de Pittsburgh fixa la date du procès à la mi-juin, soit dans 5 mois. Mel lutta avec cette décision. Finalement, elle organisa une réunion avec les 3 associés de son cabinet pour discuter de la situation. Elle commença la réunion en clarifiant sa position, « Je ne vais pas à Pittsburgh pour le procès », dit-elle. Abbé, l'associé principal, fronça les sourcils. « Pourquoi pas ? Tu as fait un travail fantastique en préparant le dossier. Je suppose que c'est à cause des inquiétudes de ton mari, mais rien ne s'est passé avec Robert, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, » admit Mel, « mais c'était ici, où je pouvais rentrer tous les soirs. R.S. À Pittsburgh, je serais sur son territoire et Will serait de retour à la maison. » Caleb, un autre associé, se pencha en avant. « Pourquoi ne le ferais-tu pas, tu sais, si tu es en Pennsylvanie, qui le saurait ? » « Je le saurais, » dit Mel d'un ton neutre. « Et Will le saurait aussi. Peut-être pas tout de suite, mais il le découvrirait, il le fait toujours. » Mel, nous comprenons, mais je pense que nous devons persister. Mel sourit faiblement. Essayez de trouver quelqu'un d'autre, dit-elle en se levant de sa chaise. Sans attendre de réponse, elle quitta la pièce. En sortant, Abbé marmonna, elle nous a mis dans l'embarras. Au moins, nous avons le temps de trouver une solution. Caleb grommela, elle est faible. Je n'aime pas les faibles. Au cours des semaines suivantes, le cabinet se précipita pour trouver un remplaçant.
Ils interrogèrent 4 candidats, mais aucun ne convenait. Finalement, ils firent une offre à un avocat réputé d'un cabinet new-yorkais prestigieux, mais il déclina. Pendant ce temps, Mel se concentra sur la formation de l'un de ses assistants, Martin Blaine, pour gérer le procès. Elle travailla sans relâche avec Marty, le coachant sur les contre-interrogatoires et le préparant à présenter leurs témoignages d'experts. À la maison, Mel discuta de la situation avec Will. Il ne fut pas surpris par la nouvelle, il s'y attendait depuis le début. Il savait qu'il y aurait un procès si l'affaire ne se réglait pas et il savait que le cabinet ferait pression pour son implication. Un soir, Mel aborda le sujet après le dîner. « Il y aura probablement un procès à Pittsburgh cette année, dit-elle. Ils me veulent là-bas. »« Et tu as dit non ?» demanda Will. « Oui. Ils cherchent un remplaçant, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de chance. Le temps presse. Si tu insistes pour ne pas y aller, ils te vireront probablement pour insubordination, dit Will. Ce n'est peut-être pas la pire chose. Tu trouveras autre chose. Peut-être qu'on écrira un livre ensemble, un roman avec un mariage au bord de l'effondrement. Mel rit. Scarlett regardant Red torse nu, elle s'approche de lui. C'est ce que tu veux dire? Will sourit. Peut-être avec des noms différents. Je me demande si Scarlett cède. Bien sûr qu'elle cède, c'est de la fiction, il faut vendre le livre. L'expression de Will devint sérieuse. Et toi? Céderais-tu si tu étais dans le Smoky Pittsburgh? Il n'y a plus de fumée là-bas, dit Mel doucement. Je ne vais pas te mentir, Will, c'est tout à fait possible. Mais l'affaire est intense, cela pourrait ne laisser de place à rien d'autre. Probablement pas, n'est-ce pas? Will ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix était basse. J'ai l'impression de n'être que des restes, Mel. Mel lui prit la main. Will, je n'y vais pas, c'est tout. Je forme Marty à gérer le procès. Il est intelligent. Lui et moi pourrons nous consulter par Skype tous les soirs. J'aurai des retranscriptions à examiner. Will soupira. Je pense que tu auras toujours pitié de moi et que tu me reprocheras. Ce n'est pas une bonne base pour un mariage. Je t'aime, dit Mel fermement. Seulement toi. C'est suffisant, j'espère. Cette nuit-là, ils furent consumés par la passion. Les enfants utilisèrent des bouchons d'oreilles, mais cela ne les aida pas beaucoup. À mesure que le procès approchait, Mel passait de plus en plus de temps au bureau. Sherry obtint son diplôme de lycée et se prépara à commencer l'université à Bellum, à 2 heures de là. Will s'occupa des préparatifs, essayant de rester fort malgré la tension croissante dans son mariage. Le 1er juin, 10 jours avant le procès, le désastre frappa. Marty Blaine fut hospitalisé à Pittsburgh pour de graves problèmes cardiaques. Les médecins attribuèrent cette condition à un stress extrême et lui interdirent de participer au procès. Le cabinet demanda au tribunal de reporter le procès, mais le juge refusa. ABC est un grand cabinet, dit-il, il y a beaucoup d'avocats qui peuvent prendre le relais. Mel avait été profondément impliquée dans la préparation du dossier, elle avait interrogé les experts, supervisé les plans de contre-interrogatoire et travaillé sur la stratégie. Quand les associés revinrent de l'audience, ils appelèrent Mel à une réunion. Il n'y a plus le choix maintenant, dit AB. Tu dois y aller. Mel s'assit silencieusement, digérant la nouvelle. AB continua, bien que je me sente mal pour Marty, je pense que c'est mieux pour nous tous. Tu es la meilleure personne pour le poste. Je t'ai réservé une chambre au Weston, juste à côté du tribunal. Mel savait qu'elle n'avait guère le choix. Si elle se retirait de l'affaire, elle pourrait toujours faire l'objet de mesures disciplinaires de la part du barreau. Caleb y avait des relations, et elle se sentait piégée entre ses obligations professionnelles et sa loyauté personnelle. Se sentant dépassée, elle rentra chez elle pour faire ses bagages et essayer de se calmer. Will l'aida. Charger la voiture, vérifiant les pneus et l'huile avant son départ. Il se tenait dans l'allée tandis qu'elle s'éloignait en voiture, lui faisant un petit signe de la main. Alors qu'il retournait à la maison, une pensée sombre lui traversa l'esprit, les chances qu'elle reste fidèle étaient de 50-50e au mieux. Il détestait penser ainsi, mais il ne pouvait s'en défaire. D'une manière étrange et amère, il se demanda si son infidélité n'apporterait pas une sorte de soulagement. Depuis la proposition d'échange il y a des mois, leur mariage était sur un lent déclin. Nombre de leurs nuits de passion étaient nourries non par l'amour, mais par les désirs inavoués de Mel pour quelqu'un d'autre.
Avant le banquet, ils avaient été si proches, ils parlaient de leur travail, de leurs enfants, de leurs projets de vacances et des petites choses qui rendaient leur vie unique. Maintenant, ces conversations quotidiennes semblaient un lointain souvenir. Il regrettait cette connexion et, au fond, il ne savait pas s'il pourrait jamais la retrouver. Plus tard ce jour-là, où il expliqua la situation à Mark et Sherry, leurs 2 enfants. La cérémonie de remise des diplômes du lycée de Sherry était prévue pour le vendredi matin, mais avec le procès à Pittsburgh, où il doutait que Mel puisse rentrer à temps. Le juge président l'affaire réservait les vendredis aux affaires diverses, c'était appelé le jour des poubelles, il y avait donc une mince chance que Mel puisse revenir. Pourtant, Will n'avait pas beaucoup d'espoir. Chaque soir, Mel appelait à la maison pour parler à Will et aux enfants. Les appels venaient généralement après 20 heures, souvent plus tard. Elle avait peu de temps à consacrer. La sélection du jury était prévue pour le lundi et ses journées étaient chargées de préparatifs. Le dimanche soir, lors d'un de leurs appels, Will ne put s'empêcher de demander « Comment ça se passe avec Robert ?» « Pas de problème, Will, répondit Mel rapidement. Je suis juste trop occupé, et lui aussi. Est-il impliqué dans les préparatifs, insista Will. Oui, je dirais qu'il est impliqué, dit-elle légèrement, essayant d'en faire une blague. Will ne rit pas, Mel regretta immédiatement son ton. Désolé, dit-elle, il ne se passe rien à cet égard. Nous travaillons dans une pièce commune à l'hôtel. Je dors à l'étage au-dessus et il retourne à son appartement. Je n'ai eu aucune proposition. Le dîner est un service en chambre. Will ne dit rien et Mel sentit le poids de son silence. La sélection du jury commença le lundi et, en soirée, le jury était constitué. Les déclarations liminaires furent faites, bien que Mel ne les ait pas prononcées, sa collègue Gilles Blandon s'en chargea, aidé par des diagrammes et des pièces à conviction soigneusement préparées. Le mardi, l'affaire du plaignant commença avec 2 témoins experts. Le premier expert occupa toute la journée et Mel mena un contre-interrogatoire lent et méthodique. À la fin de la journée, elle était satisfaite de son travail. Épuisée mais concentrée, elle retourna à la salle de conférence pour se préparer aux témoins du lendemain. Lorsque Mel revint enfin au bureau partagé ce soir-là, Robert était déjà là. Il était animé, heureux de la tournure de la journée au tribunal. Alors que Mel déposait ses sacs de travail près de la table, Robert la tira dans une grande étreinte et la fit tournoyer avec espièglerie. « Ouah, grand garçon, dit Mel, riant nerveusement. Ne dis pas hop avant d'avoir sauté. Tu étais incroyable, Mel, dit Robert avec enthousiasme. Juste fantastique. Merci, répondit-elle, s'éloignant de lui. Maintenant, j'ai besoin de manger, de me préparer pour demain et d'essayer de dormir une bonne nuit. Robert ne fit aucune avance sur elle cette nuit-là, mais tandis qu'elle se plongeait dans ses notes, il dit, « Quand nous gagnerons cette affaire, je t'emmènerai chez moi et je te rendrai si heureuse. » Mel se contenta de secouer la tête, évitant son regard et se concentrant sur son travail. Après avoir mangé un repas rapide, elle alla dans sa chambre et dormit. Le mercredi fut encore meilleur que le mardi. Mel travailla méticuleusement sur le dossier du plaignant, démantelant méthodiquement le témoignage du deuxième expert. Bien que le témoin ait résisté à ses questions, ce fut une bataille perdue pour lui. À la fin de la journée, le plaignant clôtura son dossier. Le juge rejeta la requête en jugement de la défense et Mel retourna au bureau, ressentant un mélange de satisfaction et d'épuisement. Quand elle arriva, Robert était là encore et cette fois, personne d'autre n'était encore arrivé. Ces experts n'étaient attendus qu'à 19h pour la dernière répétition. Alors que Mel posait ses affaires, Robert s'approcha d'elle lentement. Cette fois, son étreinte fut douce et persistante et, avant qu'elle ne puisse se dégager, il l'embrassa. À sa propre surprise, Mel réciproqua, emportée par le moment. T. Juste au moment où les choses commençaient à s'intensifier, la porte s'ouvrit. Gilles Blandon entra et le moment fut brisé. Mel et Robert se séparèrent instantanément comme si rien ne s'était passé. Presque au même moment, le service de livraison du dîner arriva, créant une agitation gênante. Robert partit peu après et Mel passa la soirée à briefer ses témoins. À 22h, elle se retira dans sa chambre, l'esprit en ébullition. Le lendemain matin, alors que l'équipe arrivait au tribunal, l'avocat du plaignant, Herman Billings, demanda une réunion avec l'équipe de la défense. Robert, Gilles et Mel le rejoignirent dans la salle d'attente où ils rencontrèrent Morgan Thompson, le PDG et client principal. Thompson voulait un accord.
Billings présenta une proposition et Gilles répondit immédiatement par une offre qu'elle peaufinait depuis plus d'une semaine. Plusieurs séries de négociations suivirent, mais l'équipe juridique d'ABC, renforcée par la solide position de Robert, resta ferme. À 11 heures, un accord fut trouvé, très favorable à Robert. Les parties déposèrent l'accord au tribunal et le jury fut révoqué. Cet après-midi-là, les détails restants du règlement furent finalisés et tout le monde était libre de partir. Mel était épuisée. Elle retourna à l'hôtel, s'effondra sur le lit et dormit pendant 1 heure. Quand elle se réveilla, elle prit une longue douche, essayant de se vider la tête. Plus tard ce soir-là, Robert invita toute l'équipe à dîner dans un club près de son appartement. Des limousines furent organisées pour tout le monde. Avant de partir, Mel appela la maison pour partager la nouvelle avec Will. Elle promit de quitter Pittsburgh le vendredi après-midi, bien qu'elle admit qu'elle ne rentrerait pas à temps pour la cérémonie de remise des diplômes de Sherry le matin. Will n'était pas content des arrangements pour le dîner. La situation était déjà précaire et cela ressemblait à un point de rupture. Avant que Mel ne parte pour la soirée, il lui dit « Mel, c'est probablement le moment où tu es la plus vulnérable. » « Je sais, Will, répondit-elle, tentant de le rassurer. « Je peux gérer ça. »« D'accord, félicitations pour l'affaire, mais ne t'amuse pas trop, dit-il, son ton monocorde. Le club était un endroit animé, conçu pour le dîner et la danse. Mel et le reste de l'équipe formaient un groupe de 6, Robert, Mel, Gilles Blandon, Jonathan Crisp et 2 autres avocats d'ABC, Eli Mason et MC Diaz. Une limousine les conduisit au lieu où Robert les attendait déjà à table. La nourriture était excellente, tout comme le vin, et l'ambiance était festive. La danse commença à 21 heures. Robert ne perdit pas de temps, invitant immédiatement Mel sur la piste. Elle hésita, mais but un peu de vin et accepta. Alors qu'ils dansaient, elle ne pouvait se défaire de la pensée que la danse avait été le début de tous ses problèmes conjugaux. Pourtant, elle l'écarta. Gilles et Jonathan dansèrent aussi, tout comme Ellie et Mick, et les partenaires changeaient parfois. Mais Mel remarqua que Robert dansait exclusivement avec elle. 6 danses de suite, 3 rapides, mais les 3 dernières furent lentes. La dernière danse lente laissa Mel dans une position délicate. Elle se souvint plus tard avoir pensé « Je suis à 4 heures de la maison, où il ne le saura jamais ». Alors qu'il se balançait au rythme de la musique, Robert se pencha et murmura « Maintenant, nous en venons à moi. C'est maintenant ou jamais. Tu vas passer le meilleur moment de ta vie. » Mel hésita un bref instant avant de répondre doucement, juste cette fois, Robert. Personne n'a besoin de savoir. Robert, convaincu que son désir pour lui l'emportait sur sa prudence, la conduisit doucement hors du club. En partant, Mel ne pensa même pas aux 3 avocats de son cabinet qui comprirent clairement ce qui se passait. Ils traversèrent la rue jusqu'à son appartement. Dès qu'ils furent à l'intérieur, Robert la tourna vers lui, la plaquant contre le mur. Il l'embrassa profondément et, cette fois, elle ne résista pas. Elle l'embrassa en retour avec une passion égale. Robert lui prit la main et la conduisit dans la chambre où le lit était déjà fait en prévision. Une fois que ce fut fini, elle se blottit contre lui, un mélange de culpabilité et d'exaltation la traversant. Les minutes passèrent avant que Robert ne brise le silence. « Je n'ai jamais rien vécu de tel, Mel, jamais, dit-il, sa voix douce. Mel roucoula quelque chose d'incompréhensible puis ajouta, moi non plus. Peut-être personne, jamais. 1 heure plus tard, ils firent à nouveau l'amour. Cette fois, ils bougèrent plus lentement, plus intimement, face à face, leurs regards se croisant. Après, ils prirent une douche ensemble et mangèrent un repas léger de crevettes, de céleri et de tranches de pommes avant de retourner au lit. Le matin, ils se réveillèrent, toujours face à face. Mel sortit discrètement du lit et alla à la salle de bain où elle trouva une nouvelle brosse à dents qui l'attendait. Elle se brossa les dents, prit une douche et tenta de réprimer le sentiment croissant de culpabilité qui la rongeait. Quand elle revint dans la chambre, Robert était assis sur le lit, la regardant. « Merci pour la nuit entière, dit-il. C'était incroyable, le meilleur. »« Je devrais me sentir coupable, » répondit Mel, peinant à le regarder dans les yeux. Mais non, c'était tellement extraordinaire. Après, Robert prit une douche pendant que Mel s'habillait. Quand il sortit de la salle de bain, toujours déshabillée, elle lui jeta un dernier regard avant de partir. Il lui sourit, mais elle ne lui rendit pas son sourire. Elle quitta l'appartement, régla sa note d'hôtel et commença le trajet de retour vers la Virginie.
L'esprit de Mel s'emballait tandis qu'elle conduisait. Elle se dit qu'elle aimait Will et espérait qu'il ne découvrirait jamais ce qui s'était passé. Pourtant, elle se rappela de parler aux autres avocats, s'assurant qu'ils garderaient le silence. Pendant ce temps, Will était chez lui, profondément troublé. Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose pourrait se passer lors du dîner du jeudi soir. Vers 23 heures, il appela le téléphone portable de Mel, mais il tomba sur la messagerie vocale. Il ne laissa pas de message. À minuit, il appela sa chambre d'hôtel, mais il n'y eut pas de réponse. Il essaya à nouveau à 2 heures du matin, puis à 2h30, prétendant qu'il s'agissait d'une urgence. Toujours pas de réponse. Finalement, il abandonna et tenta de dormir, bien que le sommeil ne vînt pas facilement. Le lendemain matin, la cérémonie de remise des diplômes de Sherry se passa bien. Elle prononça un discours, bien que pas en tant que meilleure élève. Pourtant, Will et Mark étaient fiers d'elle. Après, Will emmena les enfants déjeuner. Sherry sortit avec des amis plus tard ce soir-là et Mark se dirigea vers la maison d'un ami pour la nuit, laissant Will seul à la maison. Il s'occupa de diverses tâches, passant une grande partie de son temps au sous-sol. Au sous-sol, Will avait une petite salle d'entraînement avec un sac de frappe, un vélo elliptique et un banc de musculation. Il y avait aussi une salle de bain avec une douche, un réfrigérateur pleine taille, un évier de cuisine et une petite télévision. Ce soir-là, il alla à Walmart et acheta un micro-ondes et une plaque chauffante, les installant pour compléter l'espace. Il venait juste de finir d'organiser la pièce quand il entendit une voiture entrer dans l'allée. Montant les marches du sous-sol vers la cuisine, il vit Mel entrer dans la maison par la porte d'entrée. « Chérie, je suis rentrée », appela-t-elle, sa voix anormalement enjouée. La nervosité était claire dans son ton et Will la reconnut immédiatement. Il se tourna vers elle alors qu'elle entrait dans la cuisine. Il était appuyé sur l'évier, son expression indéchiffrable. Mel entra avec un sourire, mais il disparut au moment où elle vit son visage. Elle s'assit sur une chaise de cuisine, les nerfs à vif. « Merde », dit-elle doucement, sa voix remplie d'émotion. La voix de Will était calme, presque sans émotion. « J'ai appelé ta chambre d'hôtel hier soir à 2h30. Mel se figea, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Son espoir de sauver le mariage mourut à cet instant. Ce n'était qu'une nuit, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Pas d'amour. Pas d'amour. Will resta silencieux un long moment avant de finalement parler, peu importe. Peut-être que les souvenirs te tiendront chaud la nuit, ou peut-être lui, mais pas moi, plus jamais. Je t'aime, Will, dit Mel entre deux sanglots étouffés. Je t'aimerai toujours. Sans un mot de plus, elle se leva, prit sa valise et monta à l'étage. Will ne remonta pas ce jour-là et Mel ne descendit pas au sous-sol. Dans le calme de son espace, Will se consacra à l'écriture. Il termina un chapitre de son dernier roman, une histoire d'amour et de trahison, et commença à réfléchir à ce que pourrait être son prochain livre. L'écriture avait toujours été son refuge, un moyen de traiter ses émotions et d'organiser ses pensées. Il décida que son prochain projet porterait sur la fin de son mariage, un livre sérieux et profondément personnel qui pourrait prendre des années à écrire. Avec un plan se formant dans son esprit, il éteignit son ordinateur et téléphona à ses parents. « Je voulais juste vous faire savoir, » dit-il d'une voix calme mais ferme, « que je vais divorcer. » Il ne donna pas plus de détails et décida de laisser Mel informer sa propre famille. Ni Sherry ni Mark n'étaient à la maison à ce moment-là. Sherry avait passé la nuit chez sa meilleure amie après les célébrations de sa remise de diplôme, et Mark était sorti avec des amis. Tous deux devaient rentrer le lendemain, samedi. D'ici là, Will avait déjà contacté Zelda Morrison, une avocate spécialisée dans les divorces, pour définir les termes de la séparation. L'accord proposé était simple, Will resterait dans la maison avec la garde de Mark jusqu'à ce que celui-ci obtienne son diplôme de fin d'études secondaires. Sherry, maintenant légalement adulte, pouvait vivre de manière indépendante. Lorsque Mark obtiendrait son diplôme, la maison serait soit vendue, soit l'un des conjoints rachèterait la part de l'autre. Le samedi, à l'heure du déjeuner, Sherry et Mark rentrèrent à la maison. Mel les accueillit à la porte, essayant de masquer son anxiété par un sourire forcé. Will émergea du sous-sol peu après, son expression calme mais distante. Les deux enfants sentirent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Tous les quatre s'assirent à la table de la cuisine, un espace familier où ils avaient partagé d'innombrables repas et conversations en famille. La tension était palpable. Will parla le premier,
sa voix ferme mais chargée d'émotion. Votre mère et moi, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre mariage, dit-il. Nous vous aimons toujours tous les deux, mais certaines choses se sont passées. Les yeux de Mel s'écarquillèrent sous le choc. Elle ne s'attendait pas à ce que Will annonce la séparation si tôt, même si elle savait que leur mariage était en crise profonde. La soudaineté de sa déclaration la laissa abasourdie. Les deux enfants se tournèrent vers elle, leurs expressions un mélange de confusion et de peur. Chérie rompit le silence la première. « Qu'est-ce que tu as fait, maman » demanda-t-elle brusquement. « À cause de, tu sais, à cause de ces bruits qu'on entendait parfois. » Mel se figea, le visage pâle. Elle prit une profonde inspiration, sa voix tremblante, et répondit, « J'ai couché avec un client à Pittsburgh. C'était une nuit, jeudi. » Mark regarda son père, son ton bas et incrédule. « Tu la divorces pour une seule nuit ?» Will hocha la tête, le visage se durcissant. « Oui, mais c'est plus qu'une seule nuit. Ce n'est pas sorti de nulle part. Ça me pèse depuis des mois. Votre mère savait ce que je ressentais, savait exactement ce que cela nous ferait, et elle l'a fait quand même. » Mel tenta d'intervenir à travers ses larmes. « C'est difficile. » « Ce n'est pas difficile, » l'interrompit Will. Sa voix n'était pas forte, mais elle était perçante, traversant la pièce. « Pour l'instant, je resterai au sous-sol. Je continuerai à travailler dans mon bureau à l'étage et j'aiderai avec les repas et d'autres choses. Nous réglerons les détails au fur et à mesure. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, mais il n'y a pas de retour en arrière. » Mel s'effondra, les larmes coulant sur son visage, alors qu'elle se levait et se précipitait à l'étage. Chérie et Mark restèrent assis, stupéfaits en silence. Finalement, ils se tournèrent vers Will. « Elle pensait que c'était si important de passer cette nuit avec ce type, » dit Will, la voix légèrement brisée, qu'elle était prête à détruire notre famille pour cela. Elle a lutté, mais à la fin elle a cédé. Et même si elle n'avait pas cédé, une fois qu'elle l'a rencontré, plus rien n'a été pareil entre nous. La voix de Chérie était calme mais ferme. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Elle va toujours vivre ici ? » Will soupira, son épuisement visible. « C'est quelque chose que nous devrons déterminer. Je suis tellement désolé que tout cela se soit produit, surtout pendant ton week-end de remise de diplôme, chérie, mais je veux que tu saches à quel point je suis fier de toi. Et de toi aussi, Mark. » Il se leva et les serra tous deux dans ses bras. À l'étage, Mel s'effondra sur le lit, sanglotant de manière incontrôlable. Ses pensées étaient un tourbillon de regrets et de honte. La nuit avec Robert, qui avait semblé si enivrante sur le moment, semblait maintenant aigre et pourrie, comme du lait gâté. Chaque fois qu'elle y pensait, elle ressentait une vague de nausée. « Comment ai-je pu être si égoïste ?» pensa-t-elle. « Comment ai-je pu tout risquer pour une seule nuit ?» Elle resta allongée là pendant des heures, rejouant les événements encore et encore dans son esprit. Finalement, l'odeur du dîner monta à l'étage. Ça sentait les hamburgers. Son estomac grogna, mais elle ne put se résoudre à descendre. Elle ne pouvait pas affronter Will ou les enfants. En bas, Will prépara le dîner avec l'aide de Mark et Chérie. Il se demanda si l'odeur de la nourriture pourrait attirer Mel hors de sa chambre, mais il en doutait. Tous les trois mangèrent en silence, l'ambiance sombre mais supportable. Après le dîner, ils rangèrent ensemble avant que Chérie et Mark ne se retirent dans leur chambre à l'étage. Les frères et sœurs parlèrent dans la chambre de Chérie, essayant de digérer tout ce qui s'était passé, mais ils ne parvinrent à aucune conclusion. À 22h, Will était assis seul dans le salon, à moitié en train de regarder un match de baseball. Il n'y prêtait pas vraiment attention, il attendait Mel. Finalement, elle apparut, le visage pâle et les yeux rougis par les pleurs. Elle s'assit en face de lui. Will éteignit la télévision et la regarda, son expression illisible. « Je suis désolé que tout cela se saute. Il passait si vite, dit-il finalement, mais je ne voyais pas l'intérêt d'attendre. C'est fini. Il vaut mieux arracher le pansement d'un coup. » La voix de Mel trembla. « Peut-être devrions-nous, peut-être devrais-tu attendre un peu. Ce n'était qu'une nuit, Will. Toutes ces années, et ce n'était qu'une nuit. » Will secoua lentement la tête. « Mel, je t'ai prévenu plusieurs fois, et tu l'as quand même fait. Pourquoi devrais-je croire que cela t'arrêterait? Tu n'allais même pas me le dire. La prochaine fois, tu aurais pu t'en tirer. Peut-être que tu l'as déjà fait. » La voix de Mel se brisa. « Ce n'est pas juste.
ces derniers mois, après toute cette histoire d'échange de partenaires, j'étais à bout. J'étais déprimé parce que tu savais que je le voulais, et je savais que tu savais que je me sentais si loin de toi. Alors tu l'as fait, dit Will froidement. Mais ce n'était pas une erreur, n'est-ce pas? Ce n'était pas une stupide erreur spontanée. C'était ta chance d'atteindre le plaisir ultime, et peut-être que je n'aurais jamais rien su. Alors dis-moi, Mel, était-ce aussi génial que tu le pensais? Le visage de Mel brûla de honte. Elle ne put répondre. Des larmes roulèrent sur ses joues tandis qu'elle détournait le regard. C'est ce que je pensais, dit Will. Je ne me comparerai jamais à lui, et je n'essaierai pas. Le mariage n'est pas seulement une question de sexe, mais c'en est une grande partie. Et pour nous, c'est parti, donc il n'y a plus de mariage. Il se leva lentement, les épaules lourdes de résignation, et se dirigea vers son nouveau lieu de sommeil sans se retourner. Le silence qui suivit fut oppressant, comme si l'air même de la pièce était alourdi par des mots non dits. Mel s'assit sur la chaise, les larmes coulant sur son visage, sa respiration inégale et tremblante. Ses mains serraient fermement les accoudoirs, comme si elle s'accrochait aux derniers vestiges de son monde brisé. Elle resta là plusieurs minutes, les larmes venant par vagues, incapable de les arrêter même si elle essayait. Finalement, elle se leva, ses jambes tremblantes sous elle, essuyant son visage du revers de la main. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers la chambre de Chéri. Ses pas étaient lents, hésitants, chacun d'eux semblant exiger chaque once de force qui lui restait. Elle atteignit la porte et frappa doucement. Pendant un instant, il n'y eut aucun son et elle pensa que Chéri n'ouvrirait peut-être pas la porte. Puis la poignée tourna et la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Chéri se tenait là, son expression conflictuelle, quelque part entre la colère et la douleur, mais surtout la confusion. Mel la regarda, et ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle parlait. « Je t'aime, dit-elle d'une voix à peine audible. J'ai tout gâché, mais je t'aime. Je suis tellement désolé, j'ai manqué le bal de promo. » Pendant un instant, Chéri la fixa. Puis, avec un soupir, elle s'avança et serra fort sa mère dans ses bras. Mel s'accrocha à elle comme si l'étreinte pouvait d'une manière ou d'une autre réparer tout ce qui avait mal tourné. Mais ensuite Chéri recula légèrement, les yeux remplis de larmes. « Maman, dit-elle, la voix brisée, comment as-tu pu nous faire ça à tous? » Je ne comprends pas, Mel baissa les yeux, incapable de croiser le regard de sa fille. Moi aussi, murmura-t-elle presque inaudiblement. Je ne comprends pas non plus. À ce moment-là, le bruit d'une porte qui s'ouvrait attira leur attention. Marc sortit de sa chambre, le visage sérieux, bien qu'il y eût une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Où est papa » demanda-t-il, sa voix ferme mais empreinte d'appréhension. Mel le regarda, le visage pâle. « En bas » dit-elle doucement. « Dans son sanctuaire. » Elle se tourna vers ses enfants, le poids de ses actions pressant lourdement sur sa poitrine. « Je te présente mes excuses, chérie. Je te présente mes excuses, Marc. Je vous aime tous les deux, ne l'oubliez jamais. Les prochaines étapes, elles vont être difficiles pour nous tous. » Elle ouvrit les bras et les serra tous deux dans une accolade, les tenant fermement comme pour les protéger de la tempête qu'elle avait déclenchée. Après quelques instants, elle les lâcha et se dirigea vers sa chambre. Une fois à l'intérieur, elle ferma la porte et s'effondra sur le lit, enfouissant son visage dans l'oreiller tandis que de nouveaux sanglots secouaient son corps. Marc se tourna vers Chéri après le départ de leur mère. « Au moins, on pourra mieux dormir maintenant, marmonna-t-il, sa voix plate, dépourvue de toute émotion réelle. Puis il se retourna et retourna dans sa chambre, fermant fermement la porte derrière lui. Le lendemain, Will se rendit au bureau de l'avocate. L'avocate, une professionnelle sérieuse aux yeux perçants, avait déjà préparé les documents nécessaires. Elle les posa soigneusement sur le bureau devant lui, son stylo à la main, prête. « Tout est prêt » dit-elle d'un ton brusque. « Vous n'avez qu'à signer ici et nous pourrons commencer. » Will prit le stylo sans hésitation et signa son nom au bas du document. Alors qu'il le lui rendait, ils commencèrent à discuter des prochaines étapes. « Cela pourrait prendre plus de temps si Mel résiste », expliqua l'avocate. Elle est elle-même une avocate exceptionnelle et elle travaille dans l'un des meilleurs cabinets de la ville. Si elle choisit de contester le divorce, cela pourrait compliquer les choses. Will haussa les épaules. « Zelda, dit-elle, tout cela semble aller trop vite. » « Mais honnêtement, répondit-il, je m'y attendais depuis des mois. Je l'ai prévenu.
Je lui ai dit exactement ce qui se passerait si elle le faisait, mais elle n'a pas écouté. Et maintenant ça arrive. Je ne vois aucune raison de retarder cela. Ce mariage est terminé. L'avocate hocha la tête, son expression neutre. Compris. Je peux déposer les documents par voie électronique et les faire livrer cet après-midi. Juste une signature de plus ici. Will signa à nouveau, ses mouvements fermes et délibérés. À 14 heures, Mel était assise dans son bureau, fixant son écran d'ordinateur d'un regard vide. Autour d'elle, des collègues passaient de temps en temps pour la féliciter de la victoire d'une affaire récente, leurs sourires inconscients du tumulte qui régnait en elle. Elle hocha la tête et les remercia, forçant un sourire poli, mais son visage restait un masque sans émotion. À l'intérieur, elle se sentait vide. Plus tard ce soir-là, Abe, son mentor et ami de longue date, la convoqua dans son bureau. Il se pencha en arrière dans sa chaise, son expression illisible alors qu'il la regardait. « Qu'est-ce que tu as fait, Mel » dit-il finalement, son ton un mélange de frustration et d'inquiétude. « Je veux dire, bon sang. » Mel baissa les yeux vers ses mains, sa voix tremblante. « J'ai été faible, dit-elle doucement. Je te l'ai dit, je vous l'ai dit à tous, j'ai été faible et il en a profité, et maintenant j'ai tout perdu. » Abe soupira lourdement. « Tu n'as pas tout perdu. Tu es brillante, tu as réussi. Tu trouveras quelqu'un d'autre, Mel. Regarde-toi. » Mel secoua la tête. « Pas quelqu'un que j'aime, dit-elle, la voix brisée. Pas Will. Donne-lui du temps, dit Abe doucement. Peut-être qu'il changera d'avis. » Elle hocha lentement la tête, mais au fond d'elle-même, elle ne le croyait pas. Plus tard cet après-midi-là, sa secrétaire frappa à sa porte et fit entrer un jeune homme tenant une épaisse enveloppe. Mel la fixa un instant avant de l'accepter. Le poids des documents lui semblait insoutenable, comme s'il lui écrasait l'âme. Elle ouvrit l'enveloppe et parcourut les papiers à l'intérieur, des papiers de divorce. Elle sentit un vide froid s'installer dans sa poitrine. Finalement, elle appela Morse Loin, le spécialiste en droit de la famille du cabinet, et l'invita, lui et Abe, dans le bureau d'Abe. Elle leur tendit des copies des documents, ses mains tremblant légèrement. Moore feuilleta les pages, les sourcils froncés. « Mince, marmonna-t-il, c'est allé vite. » Mel hocha la tête. « Je savais que cela allait arriver, dit-elle doucement. » Moore ajusta ses lunettes et lut attentivement les documents. « Si les allégations sont vraies, ces conditions semblent équitables, dit-il finalement. Il était le principal parent aidant, n'est-ce pas? Oui, dit Mel, il travaillait surtout de la maison. Vous avez 20 jours pour répondre, poursuivit Moore. Voulez-vous contester? Même si vous le faites, il est probable qu'il obtienne le divorce au final. Mel hésita, son esprit s'emballant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. Lorsque Mel rentra tôt ce soir-là, elle trouva Will dans son bureau, en train de taper. Elle resta un instant dans l'embrasure de la porte, le regardant avant de parler. Je suis rentrée, dit-elle doucement. J'ai les documents. Bien, répondit-il sans lever les yeux. Mel s'attarda un instant, espérant qu'il dirait quelque chose de plus, mais il ne le fit pas. Elle se retourna et se dirigea vers la cuisine, ses pensées tourbillonnant. Les souvenirs de leur temps ensemble, l'amour, les rires, la proximité, défilaient comme un diaporama cruel dans son esprit. La pensée de perdre tout cela lui semblait insupportable. Will glissa au sol, le dos appuyé contre la cuisinière, sa tête s'enfonça dans ses mains tandis qu'il se mettait à pleurer, les larmes venant sans qu'il les appelle, brutes et lourdes du poids de tout ce qu'il portait. C'était une douleur réelle, aiguë, insupportable, il se sentait vidé, comme si quelque chose d'essentiel lui avait été arraché. Et pourtant, malgré l'agonie, il n'approcha pas Mel. Comment le pourrait-il? C'était elle qui lui avait planté le couteau, et la plaie saignait encore. Mel le regardait de l'autre côté de la table, ses propres larmes coulant librement. Pour la première fois, elle vit vraiment la douleur qu'elle lui avait causée, de près, nette et indéniable. Ce n'était pas seulement de la triste SSE, c'était de la dévastation, et cela brisa quelque chose en elle. Lentement, elle fit le tour de la table et s'agenouilla à côté de lui. Sans hésiter, elle tendit les bras et l'enlaça, berçant sa tête tandis qu'il pleurait. « Je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis tellement, tellement désolée. » Elle lui caressa les cheveux tandis que les larmes coulaient sur son visage. Ce n'était pas le pardon, elle savait qu'il ne fallait pas l'espérer, mais c'était une connexion,
aussi fragile soit-elle. C'est ainsi que Sherry les trouva lorsqu'elle entra par la porte-fenêtre. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de ses parents sur le sol de la cuisine, se tenant l'un l'autre comme des morceaux brisés du même puzzle. Elle se figea, ne sachant que faire. « Maman ?»« Papa » dit-elle doucement, sa voix se brisant. Will et Mel tournèrent la tête à l'unisson, leurs visages striés de larmes reflétant la douleur de l'autre. Lentement, ils se levèrent, bougeant comme s'ils ne faisaient qu'un. Sans hésiter, ils s'approchèrent de leur fille et, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, ils l'embrassèrent ensemble. Sherry se mit aussi à pleurer, et ils la serrèrent fort, tous les trois liés dans un moment de douleur partagée. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans un voile d'incertitude et de routine. Mel répondit à l'assignation, déposant les documents nécessaires et planifiant une consultation. Sa réponse ne niait pas les faits, mais n'offrait pas non plus de résolution significative, c'était une étape procédurale, rien de plus. Mark partit pour un camp de football, une trêve de 2 semaines loin de la tension à la maison, tandis que Sherry acceptait un emploi de monitrice dans un camp nature en Virginie occidentale. Leur absence laissa Mel et Will seuls dans la maison, une situation que ni l'un ni l'autre ne savait comment gérer. Will continuait à cuisiner, ses mouvements précis et mécaniques, mais il n'y avait presque aucune autre interaction entre eux. Ils travaillaient, ils mangeaient, mais ils ne parlaient de rien au-delà de la logistique, il n'y avait aucune intimité, aucun contact physique, pas même des frôlements de mains accidentels. Lorsque l'affaire fut enfin examinée, une consultation fut programmée. À ce moment-là, Mel était profondément troublée par la froideur de Will. Elle s'était habituée à sa froideur, mais la distance émotionnelle constante ressemblait à un abîme toujours plus profond. Il préparait les repas pour les enfants quand ils étaient là, mais quand ils n'étaient que tous les deux, il se faisait à peine des céréales. Une découverte surprenante durant cette période fut qu'aucun d'eux ne se sentait attiré par quelqu'un d'autre. Will réalisa qu'il était engourdi à cet égard, les femmes qu'il rencontrait dans sa vie quotidienne, que ce soit à l'épicerie ou pendant les courses, ne lui faisaient presque aucun effet. Même la jolie voisine blonde qu'il avait trouvée autrefois attrayante ne remuait plus rien en lui. Mel non plus n'avait d'intérêt pour personne d'autre, elle pensait parfois essayer de reconquérir Will complètement, mais elle le connaissait trop bien, toute tentative de raviver l'intimité ne ferait que l'éloigner davantage. Avec le temps, elle commença à perdre espoir que leur mariage puisse être sauvé. C'est là qu'ils en étaient lorsqu'ils assistèrent à leur première séance de consultation avec le docteur Mary Stevens. Le docteur Stevens était une femme posée et confiante au début de la cinquantaine, avec une présence calme qui semblait remplir la pièce. Elle leur avait demandé au préalable de noter les faits essentiels de ce qui s'était passé et ce qu'ils espéraient accomplir à l'avenir. Elle commença la séance sans préambule. « Vous êtes tous les deux profondément déprimés, dit-elle sans détour. Mélodie, vous perdez espoir que ce mariage puisse être sauvé, et Will, vous êtes tourmenté par la conviction que vous ne satisferez jamais votre femme comme son amant l'a fait. » Elle marqua une pause pour laisser les mots s'imprégner. La question maintenant est, que peut-on faire? La voix de Will était calme mais ferme. Je pense que nous devons nous séparer. La voir tous les jours, c'est une torture pour moi. Mel se tourna pour le regarder, son expression empreinte d'une tranquille désespérance. Nous avions de bonnes nuits avant Robert, dit-elle doucement. Même quand je le désirais, nous avions quand même de bonnes nuits. Le docteur Stevens inclina légèrement la tête. Mais Mel, vous comprenez que Will ne veut pas être comparé, et surtout pas perdre dans cette comparaison. Une nuit est une nuit, répliqua Mel, sa voix devenant défensive. Il n'y a eu que 3 fois, peut-être, dans tout notre mariage où il ne m'a pas satisfaite. La mâchoire de Will se serra. Mais pas comme Robert, n'est-ce pas? Le docteur Stevens jeta un coup d'œil à Mel, attendant sa réponse. Mel hésita, puis dit, la nuit avec Robert était formidable, mais il avait l'aine. Or m'avantage d'être nouveau et différent. Tu sais, Will, tu aurais ça aussi maintenant. Ça fait si longtemps. L'expression de Will se durcit. Ne sois pas méchante, Mel. Pourquoi ne t'es-tu pas simplement enfui avec lui alors? J'essaie de ne pas penser à cette nuit-là, dit Mel, sa voix tremblant, parce que quand je le fais, je me sens mal, j'ai la nausée et je dois me distraire. Le docteur Stevens se pencha légèrement. Mel, avez-vous revu Robert après cette nuit-là? Non, répondit-elle rapidement. Il est venu 2 fois à notre bureau, mais je ne garde pas contact avec lui. Quand je suis prévenu qu'il arrive, je m'assure de ne pas le croiser. Le docteur Stevens se tourna vers Will. Et vous, Will,
Pourquoi n'avez-vous pas essayé de renouer intimement avec Mel? La voix de Will était calme, mais il y avait une pointe d'amertume. Parce que je les vois ensemble dans ma tête à chaque fois, c'est comme une boucle qui ne s'arrête jamais. Il marqua une pause. Nous sommes détruits. Le docteur Stevens hocha la tête. Êtes-vous attiré par d'autres femmes? Non, dit Will platement. Pas même la voisine blonde que je trouvais autrefois attirante. C'est juste, rien. Pendant le week-end, Will décida de faire une pause. Il se rendit à une cabane louée au bord d'un lac en Virginie occidentale, laissant son ordinateur derrière lui et n'emportant qu'un carnet. Il luttait contre le blocage créatif depuis des jours et espérait que la solitude l'aiderait. Le samedi matin, il se rendit à Pittsburgh. Il y passa 8 heures à arpenter la ville sans plan, sans prendre de photos, sans prendre de notes. Il se contenta d'observer, laissant les vues et les sons l'envahir. Le dimanche se passa tranquillement dans la cabane, où il laissa ses pensées vagabonder. Ce soir-là, il appela la maison et dit à Mel qu'il resterait quelques jours de plus pour essayer de se détendre. Le lundi, il retourna à Pittsburgh, passant 10 heures de plus à errer dans la ville. Quand il rentra chez lui le mardi après-midi, il sentit un petit changement, mais perceptible. Le voyage ne l'avait pas guéri, mais il lui avait donné de nouvelles idées pour son prochain thriller. Leur deuxième séance de thérapie fut différente. Will arriva d'humeur plus légère, et Mel ne put s'empêcher de remarquer le changement. Le docteur Stevens commença avec son habituelle franchise, mais cette fois, la tension dans la pièce était légèrement moins étouffante. Mel s'autorisa une étincelle d'espoir, mais elle fut éphémère. Malgré l'humeur améliorée de Will, elle sentait toujours une tension sous-jacente en lui, un mur silencieux qui n'avait pas bougé. À la maison, ses tics d'épaule étaient revenus, un rappel subtil du stress qui persistait sous la surface. Will retourna une fois de plus à la cabane, après que Mark fut rentré à la maison pour passer du temps avec Mel. Le samedi, il fit un autre voyage à Pittsburgh et, comme auparavant, passa des heures à arpenter la ville à pied, cherchant inspiration et réconfort. Le lundi, il était de retour à la cabane, et le mardi, il rentra finalement chez lui. Cette brève évasion lui apporta une certaine clarté, bien qu'insuffisante pour résoudre l'enchevêtrement complexe d'émotions qu'il ressentait. Ce mercredi-là, Mark partit pour un camp nature où Sherry travaillait comme monitrice. La maison semblait étrangement silencieuse sans les enfants, et Will s'enfuit dans son bureau, essayant de se concentrer sur son travail. Il était tard dans la matinée quand il entendit frapper à la porte. Surpris, il se leva et ouvrit pour trouver sa voisine blonde, Linda Miller, devant lui. Linda habitait la porte d'à accent grave côté depuis 6 ans, elle avait 30 ans, était d'une beauté époustouflante avec des cheveux blonds clairs, une peau pâle et une silhouette pulpeuse qui semblait toujours attirer l'attention. Elle était divorcée et avait une fille de 7 ans, Velma, qui passait les vacances d'été chez son père. Aujourd'hui, Linda se tenait devant lui, vêtue d'un short de sport moulant, d'un t-shirt emplé de tongs, ses cheveux attachés en une queue de cheval décontractée. « Salut, Will, dit-elle en souriant vivement. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider avec mon évier de cuisine. Il est bouché et j'ai une clé à molette, mais je ne sais pas vraiment ce que je fais. » Will cligna des yeux, surpris par la demande soudaine. « Bien sûr, dit-il après une brève pause, et recula pour prendre ses baskets. Linda l'avait toujours intrigué de nombreuses façons, elle était l'opposé de Mel, là où Mel était intellectuelle et tranchante, Linda était douce, enjouée et ouverte. Au fil des ans, elle avait nourri une attraction discrète pour Will, il lui rappelait son premier petit ami, intelligent, calme et discrètement confiant. Bien que Linda ne fût pas particulièrement intellectuelle elle-même, elle avait toujours aimé les hommes intelligents. Elle avait observé les allées et venues de la maison de Will au fil des ans, et plus récemment, elle avait remarqué à quelle fréquence il utilisait l'entrée du sous-sol, l'air de mystère qui l'entourait l'intriguait. Will suivit Linda jusqu'à sa maison, au coin de la rue. Elle le conduisit à sa cuisine où l'évier était effectivement bouché. Il s'accroupit pour inspecter les tuyaux, sortant la clé à molette et le ruban adhésif qu'elle lui tendait. Pendant que Will travaillait, Linda se tenait au-dessus de lui, légèrement appuyée contre le comptoir. De sa position sous l'évier, il ne put s'empêcher de remarquer ses jambes toniques et lisses, le short ne laissant que peu à l'imagination. Elle ne faisait d'ailleurs aucun effort pour le cacher, sa présence semblait délibérée, intentionnelle. Quand Will eut fini d'installer le siphon et de déboucher le drain, il se glissa dessous l'évier et s'assit, la regardant. « Ne m'avez-vous pas dit une fois que votre père était plombier » demanda-t-il en haussant un sourcil. Linda sourit d'un air malicieux. « Peut-être bien, dit-elle.
Mais je voulais te voir comme ça, tu sais, sur le dos. Will sentit un éclair de malaise en réalisant le double sens. La familiarité de ces mots. Tu regardes, dit-il lentement, incertain de comment répondre. Je pensais que ça pourrait te plaire, dit Linda doucement. C'est à ce moment-là qu'il remarqua qu'elle avait enlevé ses tongs. Elle fit un pas de plus, sa voix s'abaissant. Je le veux. J'obtiens généralement ce que je veux des hommes. Viens avec moi. Sans attendre sa réponse, elle se retourna, passa ses pouces dans la ceinture de son short et le baissa en s'éloignant, ses hanches se balançant de manière provocante. Will resta là un instant, figé dans l'indécision, puis, presque mécaniquement, il laissa tomber son short et ses caleçons, enleva son t-shirt et la suivit à l'étage, se sentant comme un rat pris dans l'air du joueur de flûte. Lorsqu'ils atteignirent sa chambre, Linda se retourna, enlevant son t-shirt et le jetant de côté. Pendant une fraction de seconde, où il pensa qu'il devrait s'arrêter et réfléchir à ce qu'il faisait, à son mariage, à Mel, mais la pensée s'évanouit presque aussi vite qu'elle était venue. Il céda au moment, à la tentation qui avait plané, inexprimée, entre eux pendant des années. Ensuite, alors qu'il s'habillait en silence, Linda le regarda. « Je t'ai vu aller et venir par la porte de derrière, » dit-elle nonchalamment. « Je peux voir à travers les jardins, tu sais. J'ai vu le lit être livré là-bas. Je me demande s'il est confortable. » Will haussa un sourcil. « Il l'est, » répondit-il. « Tu devras me laisser l'essayer un jour, » dit-elle avec un sourire. Puis, fronçant légèrement les sourcils, elle ajouta « Mais je peux être bruyante. Je ne sais pas si je suis prête à lui jeter ça à la figure pour l'instant. Peut-être plus tard. » Will ne répondit pas. Il se leva simplement, finit de s'habiller et retourna chez lui par la porte de derrière. La première chose qu'il fit fut de prendre une longue douche. Debout sous l'eau brûlante, il tenta de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait toujours été conscient de l'attirance mutuelle entre lui et Linda, mais la séduction flagrante de la rencontre le laissait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement Linda, c'était Mel, leur mariage brisé, tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il ne pouvait toujours pas comprendre. Il chassa ses pensées de sa tête et se rendit à son bureau pour écrire. Ce soir-là, où il prépara le dîner. Il fit griller des escalopes et prépara une salade pour deux, dressant la table du patio alors que le soleil commençait à se coucher. Quand Mel arriva à la maison, il alluma le barbecue et lui versa un verre de vin rouge, un mélange californien qu'il savait qu'elle aimait. « Dîner dans 20, dit-il. Tu veux un verre ? » Bien sûr, répondit Mel, lui offrant un petit sourire. Ils s'assirent sur le patio, mangeant ensemble dans une paix relative. Will l'interrogea sur son travail et elle parla d'un nouveau projet sur lequel elle travaillait, évitant soigneusement toute mention de Robert. L'omission n'était pas évidente, mais elle était délibérée. « Je travaille sur un nouveau thriller, » dit Will, brisant un bref silence. « Les idées me sont venues quand j'étais à la cabane. Tu sais, être loin de tout, de nos problèmes, » dit Mel doucement, terminant sa phrase. Will lui donna une brève explication de l'intrigue, quelque chose sur un tueur se cachant à la vue de tous, mais il n'entra pas dans les détails. Mel écouta, hochant la tête, mais elle ne posa pas beaucoup de questions. Après le dîner, ils rangèrent ensemble, finirent leur vin et se retirèrent dans leurs chambres séparées. Ce soir-là, Will ne pouvait s'empêcher de penser à Linda. La rencontre avait remué quelque chose en lui, bien qu'il ne sût pas quoi. Mel, quant à elle, avait remarqué le subtil changement d'humeur de Will, mais ne l'interrogea pas à ce sujet. Elle ne mentionna pas non plus le divorce, bien qu'il planât, inexprimé, entre eux comme un fantôme dans la pièce. À quelques reprises, elle regarda par la fenêtre vers. Est-ce la maison de Linda? Mais Linda n'était pas là. Elle était sortie en rendez-vous avec un homme qu'elle considérait comme une perspective à long terme, un homme riche, un peu petit mais en forme, nommé Horus. Les jours suivants, Linda et Will commencèrent une routine. Chaque matin, ils se rencontraient chez elle et leur rencontre devenait plus longue et plus intense, s'étirant sur des heures. Pour Linda, c'était excitant, une distraction, un frisson. Pour Will, c'était tout autre chose, bien qu'il ne pût pas tout à fait articuler quoi. Au moment où il arriva pour sa 3e séance de thérapie avec Mel, il ressentait un étrange mélange d'épuisement et de détachement. Mel était déjà assise quand il entra et le docteur Mary Stevens les salua tous les deux. Pendant un long moment, ni Will ni Mel ne parlèrent. Finalement, Will rompit le silence. « Je comprends que tu aies arrangé ça, » dit-il en s'adressant à Mel. « Merci. »
Il n'était pas sarcastique, mais la tension dans sa voix était palpable. Marie le regarda, attendant qu'il élabore, mais Will n'était pas d'humeur à mâcher ses mots. « Tu sais quoi » dit-il simplement. Marie haussa un sourcil et Mel se tortilla inconfortablement sur sa chaise. La séance venait de commencer, mais la tension inexprimée entre eux était déjà suffocante. « Honnêtement, dit Marie, nous pensions toutes les deux que ce serait bon pour vous. »« Ça l'était, n'est-ce pas » répondit Will. « Absolument. Tellement bon que je n'oublierai jamais ça de ma vie. » Il regarda Mel, un sourire se répandant sur son visage. Un éclair de colère traversa le sien. « Ne sois pas méchant, Will, réprimanda Marie. Tu dois comprendre que Mel a fait un sacrifice. » Will hocha la tête. « Je vois ça, mais il y a une grande différence, ajouta-t-il, regardant directement Mel. Mel intervint. « Oui, tu as fait ça tous les jours cette semaine. La différence, c'est que je ne voulais pas que tu me trompes, mais tu as organisé ça parce que tu as triché. » Le ton de Mel devint incertain. « Je n'ai même pas aimé. » Will, était-elle meilleure que moi? Will, assez intelligent pour éviter de tomber dans ce piège, haussa les épaules sans répondre. Marie intervint. Will, cela montre à quel point Mel veut tourner la page sur ce qui s'est passé. Will hocha de nouveau la tête. Oui, je vois ça, et peut-être que ça marchera dans quelques semaines. Il commença soudainement à ricaner. Mel renifla. Je vais l'appeler pour qu'elle arrête, claqua-t-elle. Will sourit. Tu ne peux pas. Je la taquine. Mel s'enfonça dans sa chaise puis se leva brusquement. D'accord, déclara-t-elle. Elle a les jours et j'ai les nuits. J'en ai besoin, bon sang. Will grogna. Tu es belle et sexy. Tu pourrais avoir n'importe qui. Je sais que je le pourrais, rétorqua Mel, mais je te veux. Je t'aime. Je ne veux que toi. Une fois que les choses se calmèrent, Marie parla de nouveau. J'aimerais fixer une séance pour vous deux dans environ 2 semaines pour voir comment les choses évoluent. Mel et Will rentrèrent séparément ce jeudi après-midi. Will avait prévu d'aller dans un chalet pour le week-end et n'avait aucune intention de les annuler. Il sentait qu'il était important de s'évader, alors il resta au chalet jusqu'au lundi après-midi. Pendant que Will était parti, Mel et Linda se rencontrèrent chez Linda pour parler de lui. Au cours de leur conversation, Mel dit finalement « Je pense que ton implication doit cesser maintenant. » Linda sourit faiblement. « Mon petit ami Horus est petit et potelé, mais il est riche et gentil. Will, d'un autre côté, n'est ni petit ni potelé, et il a un vrai talent, comme tu sais. Alors si on m'invite à partir, pourquoi devrais-je » Mel la foudroya du regard. « Parce que je veux essayer de recoller les morceaux de mon mariage, voir si ça dure, et tu es une complication. » Linda sourit d'un air suffisant. « Je n'étais pas une complication quand tu m'as demandé de l'aide. » Non, tu ne l'étais pas. Ça a beaucoup aidé, mais tu en as clairement tiré beaucoup aussi. C'est mon mari, pas le tien. Le sourire de Linda s'élargit. Peut-être que je pourrais le conquérir. Le ton de Mel devint tranchant, presque dangereux. Tu ne veux vraiment pas faire ça. Linda leva les mains, feignant l'innocence. Oh, d'accord. Que dirais-tu de ça, on se partage le temps. Je n'essaierai pas de le garder, mais j'aimerais finir progressivement. Mel ne la crut pas. Tu peux sortir et trouver n'importe quel homme que tu veux, et toi aussi, répondit Linda froidement. Mais bien sûr, je me retirerai pour toi. Mel réfléchit un instant, puis elle dit, je veux ma famille en retour, Linda. D'accord, lundi soir, toute la nuit, et puis tu arrêtes après ça. Je frapperai à sa porte mardi soir. Tu ne peux pas, Will. Linda haussa les épaules. Marché conclu. Juste ne tombe pas enceinte. Elle rit. J'ai un autre gars en réserve de toute façon, mais je ne le ferai pas. Le lundi après-midi, Will rentra chez lui après son week-end au chalet. Il avait apprécié le temps passé loin, réussissant même à écrire un peu le dimanche. En fait, il avait fait une offre pour acheter le chalet avant de partir. Ce soir-là, il commanda une pizza pour le dîner et mangea en silence. Mel semblait inhabituellement silencieuse et il décida de ne pas insister. Plus tard dans la nuit, vers 23 heures, il y eut un léger coup à la porte de son sous-sol. C'était Linda. Elle portait une robe courte et impudique, et rien d'autre. C'est notre dernière fois,
chuchota TL. Toute la nuit. Faisons en sorte que ça compte. Ils ne se retinrent pas, faisant beaucoup de bruit, assez pour que Mel entende à l'étage. Will pensa que c'était juste. Après cette nuit, Linda passa à autre chose. Sa fille rentrait à la maison et elle décida de se concentrer sur son petit ami Horus. Le mardi, Will prépara un simple plat de pâtes et une salade de tomates pour deux. Il savait que Mel chercherait plus qu'un simple dîner et il décida de ne pas résister. Entre eux, il y avait un étrange équilibre, qu'ils semblaient tous deux déterminés à maintenir pour le bien de leur mariage. Ce soir-là, Mel le rejoignit au sous-sol. Elle resta toute la nuit. Elle le réveilla à 5h30 du matin, affamé, et il lui prépara le petit déjeuner. Alors qu'il mangeait, Mel regarda Will et demanda « Est-ce que ça va entre nous ? Je veux dire, nous ne serons jamais vraiment égaux. Tu m'as jeté un os et je l'ai pris, mais c'était toi que je voulais. Je n'aurais jamais approuvé ce que tu as fait. Pourtant, c'était gentil de ta part. » Will marqua une pause, puis répondit « Je dois travailler. Je vais au chalet ce jeudi. J'ai un projet séparé sur lequel je travaille là-bas et j'ai besoin d'espace. J'ai fait une offre pour acheter le chalet. Si l'affaire se concrétise, je t'emmènerai. » Mel hocha la tête. Je n'ai pas non plus beaucoup posé de questions à ce sujet. Je comprends. Ou pas. Je le saurai bien assez tôt. Ce week-end-là, Will fut incroyablement productif. Ses plans et idées pour un nouveau thriller se concrétisèrent en douceur et à la fin de son séjour, il finalisa l'accord pour acheter le chalet. Le lundi matin, il rentra chez lui. Pour le reste de la semaine, lui et Mel partagèrent leur lit conjugal. Pour Mel, le sommeil était une considération secondaire. Elle se sentait comme si elle avait pris du retard et était déterminée à le rattraper. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus et Will les trouva admirables. Le jeudi soir, Mel rentra du travail et dit « Will, je dois te dire quelque chose. C'est à propos de Robert. Eh bien, il semble avoir disparu. Dimanche, il a dîné dans un restaurant où il va souvent après le travail en rentrant chez lui. Il a quitté le restaurant après quelques verres, mais il n'est jamais arrivé à son appartement, à seulement 6 pâtés de maison. C'est ce qu'Abe m'a dit. La recherche a commencé et maintenant la police le cherche. » Will écouta attentivement puis resta silencieux. Après une pause, il dit « Je suis sûr qu'il réapparaîtra quelque part. Peut-être qu'il a une nouvelle conquête ou qu'il a fini avec la mauvaise femme. » Mel regarda Will un long moment avant de dire « Will », il la coupa rapidement. « Non, je ne parlais pas de toi. » Bien que Mel et Will aient repris le droit chemin après environ 1 an, cela n'avait pas été facile. Ce fut difficile au début, mais ils travaillèrent tous les deux dur, individuellement et avec l'aide de Marie. Ils passaient la plupart des week-ends au chalet, qui était devenu un refuge pour eux. Avec le temps, le lit devint si usé qu'il dut être remplacé. En fin de compte, le chalet devint leur seul véritable échappatoire. Après une année d'incertitude, ils semblaient avoir retrouvé l'équilibre. Pourtant, Will restait toujours sur ses gardes et Mel en était parfaitement consciente. Il s'avéra que Robert ne fut jamais retrouvé, pas même 1 an plus tard. Plus il était porté disparu, plus tout le monde croyait qu'une sorte d'accident s'était produit. Ses comptes professionnels étaient en parfait ordre et il n'y avait aucune raison apparente pour qu'il ait disparu volontairement. Cependant, il avait été impliqué dans 2 transactions avec des individus douteux. L'une de ces transactions avait échoué, entraînant des pertes d'argent. Les autorités se sont concentrées sur ces transactions lors de leur enquête. Ils ont même interrogé le pauvre mari de Gloria. Malgré leurs efforts, aucune arrestation n'a été effectuée et personne n'a jamais approché Will avec des questions. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.